Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis 2 décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Fabrice Amadeo. Bonjour Pierre-Yves. Alors nous sommes à Levallois. Si un jour j'avais pensé que ce podcast m'emmènerait dans la banlieue, dans le 9-2 que j'ai bien connu à une certaine époque, pour interviewer un marin dont c'est le domicile. On est dans un appartement à Levallois où il y a plein de dessins d'enfants parce qu'il y a 3 petites filles qui habitent ici, si je me trompe pas. On est quelques jours avant la conférence de presse de la Transat Jacques Vabre qui aura lieu dans une petite dizaine de jours. Et donc tu es un marin parisien. Tu peux assumer ça comme ça ? Ouais, c'est ça. Parisien d'adoption ou parisien maintenant. Ça fait 20 ans que j'y suis, donc j'ai vécu une grande partie de ma vie à Paris, plus de la moitié maintenant. Et avec toujours mon cœur en Bretagne et ma vie professionnelle en Bretagne. Mais comme j'ai ma vie de famille à Paris ou en région parisienne, je continue à faire mes allers-retours en TGV. Alors, on est nombreux à avoir connu ça, les allers-retours en TGV. On sait, moi, c'est la place 83 dans la voiture 1. À un moment, j'ai pris la première. On a tous nos petites habitudes. Comment toi, tu t'es organisé ? Parce que ça paraît assez incroyable pour les gens qui connaissent pas bien. C'est quoi la logistique de Fabrice Amadeo qui, en ce moment, prépare la Transat Jacques Vabre avec Eric Perron, s'entraîne la semaine dernière à la Trinité. Tu fais quoi ? Toi, c'est l'inverse. Le vendredi soir, tu sautes dans le TGV. Exactement. Moi, tu rentres à Paris. Je suis à contre-courant. Ça peut sembler prétentieux, mais je suis vraiment à contre-courant. C'est-à-dire que je vois les gens dans les embouteillages et je suis en train et je vais dans le sens inverse. Ou je vois les quais bondés et moi, je vais dans le sens inverse. Donc, quand les gens viennent en Bretagne, moi, je rentre à Paris. Et du coup, ma logistique, c'est j'essaye d'être en Bretagne 3-4 jours par semaine et donc à Levallois le reste du temps. Sur Levallois, je gère la com, la préparation physique, les relations partenaires. J'ai la chance d'avoir beaucoup de partenaires qui sont à Paris, où les PDG se déplacent sans beaucoup, ils passent souvent par Paris, donc c'est quand même un endroit de rencontre privilégié pour parler de la suite, pour parler de la communication, pour parler de la Jacques Vabre qui arrive, etc. par exemple. Et puis sur la Bretagne, j'essaye de me focaliser uniquement sur la partie technique et la navigation. Ça veut dire une équipe à qui t'as bien délégué, qui est organisée pour travailler sans toi, en fait. En tout cas, j'ai un team manager, Yvon Béréard, qui a une feuille de route très claire, et ça fait très longtemps qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble. Son rôle, lui, c'est basé à la Trinité. Qui est basé à la Trinité, ouais. On va peut-être en reparler. Son rôle à lui, c'est pas, par exemple, comme certains team managers du Vendée Globe, de gérer un peu la com, un peu les RP et la préparation technique du bateau. Lui, c'est à 100% uniquement la préparation technique du bateau. Et d'une certaine manière, je lui ai tout délégué. J'ai une grande confiance en lui. Et quand j'arrive à la Trinité, je prends mon ciré et grosso modo, je mets mes fesses sur le bateau et on part naviguer. Et ça marche plutôt correctement. D'accord. Et t'as jamais eu envie de t'installer définitivement en Bretagne ? Ça a jamais été Si, c'est un combat de ma vie. C'est mon deuxième Everest. Mon premier Everest, c'était terminer mon premier Vendée Globe. Et mon deuxième Everest, c'est de convaincre ma femme de quitter son boulot, parce qu'elle a un super boulot en région parisienne, et de venir s'installer dans l'Ouest. Mais à l'heure où je te parle, on n'est plus très loin du bout. Je pense que ça. Ouais, je pense que je vais finir ma carrière de marin en étant basé en Bretagne. D'accord, ouais, grosse info. Grosse couple. Grosse info. Il faut beaucoup de travail. Alors Fabrice, comment on va revenir. Tu connais le principe d'Into the Wind. On va revenir sur le fil de ta carrière. Je me suis un petit peu renseigné évidemment avant de venir te voir, et t'as une histoire qui est pas celle des marins bretons standards, qui est celle plutôt de beaucoup de petits Parisiens en fait qui font du bateau l'été avec leurs parents. C'est comme ça que tout commence. Les croisières familiales. On a été un certain nombre
à entrer dans ce secteur-là comme ça? Est-ce que c'est comme ça que ça commence pour toi aussi? Ouais, si ce n'est qu'à l'époque, j'étais pas parisien, j'ai grandi dans le Maine-et-Loire, mais en effet, donc mon père. Oui, alors, je vais te dire aussi que j'ai regardé, j'ai vu que t'as des papiers dans le Maine-et-Loire parce que t'es de Segré, c'est ça? Ouais. T'as des papiers, comme t'es à Château-Gontier en Mayenne, t'as des papiers Dans la PQR de Mayenne, et t'as des papiers dans le Parisien parce que c'est l'organisation parfaite, quoi. Ah, c'est ça, c'est l'homme caméléon. Je suis toujours attaché à quelque part, à un endroit. Non, en fait, donc moi, je suis né dans le Maine-et-Loire, et donc mon papa, qui était à l'époque vétérinaire, a acheté un First 22 l'année de mes 3 ans, et donc j'ai commencé à naviguer sur un First 22 au début des années 80 en famille. On n'avait pas de maison de vacances, et donc on passait quand même beaucoup de temps sur l'eau. On passait tous nos week-ends de printemps, certains d'automne, et on passait au moins un mois sur l'eau en croisière familiale sur un First 22 et ensuite sur un First 28. Et donc moi, ce qui m'a nourri dès le plus jeune âge, c'est pas la compétition sur l'eau. Je faisais de la compétition en athlétisme et en judo, mais très tardivement, j'ai commencé à me dire que ça pouvait être intéressant de faire avancer un bateau rapidement. À la base, moi, ce qui me faisait triper, c'était d'être sur un bateau, de voyager, de vivre sur un bateau et de regarder les couchers de soleil, de voir les dauphins. Et donc je suis plus un amoureux de l'océan, fondamentalement, qu'un compétiteur né fait pour aller se battre face aux meilleurs. Même si aujourd'hui, c'est ce que j'essaie humblement de faire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? À un moment, il y a une bascule. Si on continue, donc ensuite, adolescent, mon père achète des bateaux un peu plus typés régate. Il achète un Dieller 36 DB et ensuite un X332. Donc là, on commençait à. Donc c'est lui qui a envie de faire plus de courses ou c'est toi? Oui, c'est lui en fait. Lui, c'était un régatier qui s'était mis à la croisière pour des raisons familiales et qui rêvait de s'y remettre. Et donc quand je suis devenu ado et j'étais l'aîné, c'était un bon alibi pour dire j'emmène le fils aîné et on fait de la régate ensemble. Et donc j'ai commencé à faire Speed West France, etc. avec mon père et ses amis. Ensuite, on a commencé à faire des Fastnet aussi quand j'ai eu 17-18 ans. Donc voilà, j'ai commencé à découvrir un petit peu le large, ou en tout cas la navigation un peu hauturière. Dans le même temps, j'étais étudiant, j'ai commencé à faire des convoyages sur un bateau américain, donc j'ai fait une traversée de l'Atlantique, j'ai fait pas mal de milles avec une famille de gens américains avec qui je suis encore très lié. Et voilà, les choses se sont mises en place. Et quand j'ai eu 22-23 ans, mon père m'a dit bah écoute, c'est super tout ça, mais moi je commence à trouver que c'est un peu cher ce bateau à faire tourner. Donc maintenant le deal est simple, je te laisse le bateau, tu trouves un sponsor pour payer les voiles et tu montes un équipage. Et donc à l'époque, je démarrais tout juste au Figaro. J'ai appelé Jean-Luc Petitvenin, le PDG de Paprec, qui m'a fait un petit chèque. C'était c'était déjà énorme à l'époque, mais qui m'a permis de payer un spi et une grand voile. Et donc j'ai récupéré le bateau de mon père, monté un équipage de potes et on s'est fait Fastnet, toutes les courses ça s'appelait comment, Défi Atlantique à l'époque, je crois, Trophée Atlantique, Speed West France, Obélix, etc. Toutes ces courses-là. Et voilà, et donc ça se passait bien, et en même temps, j'ai pas mal souffert à l'époque. C'est des très bons potes et on est toujours très liés, mais on n'avait pas les mêmes motivations. C'est-à-dire que moi, j'étais quand même là que je commençais vraiment à avoir envie d'y aller pour me bagarrer. Alors après, c'était de l'IRC, c'était pas non plus. Mais il y a des très bons qui viennent faire de l'IRC. Hein. Et eux, le soir, ils prenaient des cuites. Le matin, j'étais toujours le premier sur le pont à enlever les taux, etc. Donc j'ai commencé à ressentir de la frustration et je me suis dit bon, je suis mûr, il faut que je fasse du solo. Et en fait, c'est venu comme ça. C'est-à-dire j'en ai eu marre de porter à bout de bras un projet équipage et j'ai commencé à me dire tiens, je vais courir pour ma gueule, quoi. Ça s'est fait un peu comme ça. Et là, t'as quel âge? Là, j'ai 26-27 ans. Et donc là, je commence à faire une transmanche en double, donc je commence à réduire un petit peu le nombre de personnes à bord. Et à 29 ans, je me dis l'année prochaine, j'ai 30 ans, je suis journaliste au Figaro, il y a une course qui s'appelle la Solitaire du Figaro, faut que je la fasse. Et donc c'est comme ça que ça démarre. C'est logique. C'est logique. T'aurais été journaliste à Télé 7 jours, t'aurais fait... je sais pas, il y a pas d'autres courses, mais là c'était logique. Il y avait un petit clin d'œil du destin, la vie c'est ça aussi. Alors, du coup, ce qu'on est en train d'aller très très vite là, mais pendant toutes ces années, tu fais quand même des études. Oui. Alors, tu es l'un des rares concurrents du Vendée Globe ou marin professionnel qui a fait des études de philo. Oui. Ça court pas les rues non plus. Il y a Giancarlo Pedotte, qui sauf erreur de ma part a fait des études de philo. Voilà. Et sinon, il y a moi aussi. Donc moi j'ai fait une maîtrise de philo à Nantes. Et ensuite j'ai fait Sciences Po à Paris. Et ensuite j'ai fait un DEA de sociologie politique avant d'intégrer le Figaro. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Et pourquoi? Et à cette époque-là, tes projets étaient... À l'époque, je voulais faire de la recherche en philosophie politique. Et j'étais passionné par le penseur allemand Karl Schmitt, donc qui était un auteur qui était un peu sulfureux puisqu'il a été le cronjuriste du Troisième Reich. Donc Hitler s'est pas mal servi de ses bons conseils pour monter le système juridique et judiciaire du Troisième Reich, mais il a commis des textes qui par ailleurs ont influencé la constitution de la Cinquième République. Donc il y avait toute une filiation entre cette pensée qui incarne le mal et en même temps qui a été pertinente pour ensuite la France, quoi. Et donc moi j'étais à fond dedans, quoi. J'étais à fond dedans et j'imaginais pas du tout faire de la voile mon métier. Ce qui est devenu aujourd'hui mon quotidien.
Et le fait de rentrer au Figaro est un détournement de ce projet ou... Ouais, en fait, dans ma vie, j'ai eu de la chance de temps en temps. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein, quand on se retourne et qu'on regarde comment on en est arrivé là où on en est. Moi, j'étais en DEA de sociologie politique, secrétaire dans une association pour payer mes études. Et un jour, je regarde sur Internet et je vois qu'on peut faire une formation par alternance pour devenir journaliste. Et moi, je prépare un doctorat et je me dis, ça peut être pas mal quand même parce que 3 ans pour faire une thèse et tout, faut voir. Et donc en fait, je prends pas mon téléphone, j'écris un mail au directeur de l'école, donc l'IPJ à Paris, qui me reçoit. Là, je lui explique juste à côté de l'Express, qui était juste à côté du Figaro aussi, mais ça je le savais pas encore. Et du coup on discute et tout d'un coup le téléphone sonne sur son bureau, il décroche, c'était un rédacteur en chef du Figaro qui cherchait un contrat de qualification à former. Et donc il dit à son interlocuteur, j'ai un gars en face de moi, il est un peu atypique, je te l'envoie. Et du coup il me dit, c'est votre jour de chance. Il prend un post-it, il me note le numéro de téléphone du rédacteur en chef que j'appelle et 15 jours après je t'ai embauché au Figaro en contrat de qualif, puis en CDD, puis en CDI. Et donc l'histoire elle vient comme ça. Et ce monsieur, je l'ai rencontré 15 ans après. Et il m'a dit, mais le timing de cette histoire, faut qu'on m'explique le timing de cette histoire. Je dis, j'ai pas d'explication, hein, c'est comme ça. C'est être au bon moment, au bon endroit. Et du coup, t'as arrêté ta thèse? J'avais pas commencé, mais j'avais déjà un projet, ouais. Et du coup, j'ai fini mon DEA, je suis rentré au Figaro. Et puis là, je me suis dit, tiens, je fais de la voile, il y a la solitaire du Figaro, donc voilà, des choses ont commencé un petit peu à converger finalement. Alors moi, je voudrais continuer un petit peu, excuse-moi, sur cette partie-là, sur cette aventure au Figaro, parce que on va voir que t'es un peu du genre hyperactif quand même. À l'époque, là, je me suis calmé. Ouais. C'est vrai. Mais bon, à l'époque, tu l'étais beaucoup. T'as écrit plusieurs livres. Oui. T'as écrit 6 livres. 8. Pardon. Ouais. 8. T'as écrit des documentaires, t'as réalisé des documentaires. Oui. Et notamment, t'as couvert le secteur des transports. Oui. Alors, raconte-nous un peu avec quelques marottes, quelques dossiers clés qui t'ont justement amené à écrire beaucoup de... Non, en fait, j'ai suivi les transports. Donc, j'ai couvert le transport terrestre avec la SNCF, notamment. Après, il y avait plein d'autres choses, mais c'était le gros morceau. Et ensuite, le transport aérien avec Air France. Et au début, j'étais vraiment passionné par la SNCF parce qu'il y avait plein de dossiers, on va dire, sociaux. Il y a toujours des grèves, il se passe toujours des choses. C'est une boîte absolument passionnante. Un mélange d'archaïsme et de modernité, avec le TGV notamment. Et donc au début, je me suis beaucoup intéressé à la SNCF. Et en fait, la bascule dans mon chemin de journaliste, c'est en 2009 quand il y a le crash du vol Rio-Paris F447. Je couvre l'aérien, mais à cette époque-là, je suis pas vraiment à fond dedans. Je reviens de la Transmanche en double. On fait le convoyage retour jusqu'au Krusty avec le pote avec qui j'avais fait la Transmanche en double. Et là, j'arrive au Méaban et là, je regarde, j'avais 10 messages en absence et c'était la rédaction du Figaro. Et en gros, ils me disent, c'est le week-end de, je sais plus, c'était la Pentecôte ou l'Ascension. C'était un week-end prolongé de juin. Et ils me disent, on est dans la merde, il y a personne. Est-ce que tu peux nous aider? Et donc, j'ai à peine amarré le bateau au Krusty que je sors un ordinateur, un téléphone et que je commence à écrire mes articles à distance. Et là, je me suis embarqué dans une histoire qui a été complètement dingue. Et ça a été 2 ans de ma vie parce que c'est bien évidemment un drame, mais c'est un accident qui a énormément remis en question cette entreprise nationale symbolique qui est Air France et qui alors pardon s'il y a des gens qui ont des proches qui ont eu des proches dans cet avion, mais qui était passionnant à suivre parce qu'il y a eu l'enquête, il y a eu la découverte des boîtes noires, on avait envoyé des sous-marins pour chercher. Ça a été une histoire complètement incroyable et donc ça a été 2 ans absolument passionnants au service de cette enquête. Et donc là, toi, t'as écrit plusieurs bouquins et t'as fait plusieurs. Non, j'ai écrit un livre qui s'appelle La face cachée d'Air France et j'ai réalisé, j'ai pas réalisé, j'ai été co-auteur de 2 documentaires consacré à Air France et au drame de la F447. D'accord. Et tu fais tout ça en même temps que tu fais du bateau? Je fais tout ça et en même temps je suis père de famille et je suis journaliste au Figaro et je fais du bateau. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. J'ai des souvenirs lunaires. Je me rappelle la Transat Jacques Vabre 2013. Je convoie le bateau une semaine avant le départ de la Jacques Vabre. À l'époque, c'était mes vacances pour faire une Jacques Vabre. Donc je convoie, c'était un classe 40 à l'époque avec Armel Tripon. Ouais, on va revenir tout à l'heure. Oui. Mais donc du coup, je convoie le bateau. J'arrive au Havre dans la nuit de dimanche à lundi à 5h du mat. Il y avait un train un quart d'heure plus tard, ou le premier train, je sais plus s'il était à 5h ou 5h30. Et donc je saute dans un taxi, je saute dans un train. J'arrive à Saint-Lazare, j'ai encore mes polaires et à 7h du matin, je suis au Figaro. On a pris 40 nœuds pour faire le tour de Bretagne et je suis un extraterrestre finalement sur la planète Paris, quoi. Donc c'est vrai que j'ai été pas mal hyperactif à l'époque. Alors, la bascule au solo, comment elle se fait concrètement? C'est-à-dire que tu te dis, il y a une course du Figaro, tiens, je vais la faire parce que je travaille au Figaro.
Comment ça se passe concrètement? Ouais, en fait, j'étais complètement. Tu t'attaques tu commences pas par le plus facile. Tu aurais pu faire quelques Ouais, courses. j'aurais pu faire un peu de mini, j'aurais pu faire des choses plus raisonnables que directement. 2008, la fin des années 2000, on est au summum de la monotypie du Figaro là. Oui. Les gens savaient faire marcher leur bateau. Les gens savaient faire marcher leur bateau. Il y avait que des cadors. On est au moment où il y avait des joyaux avaient gagné l'année d'avant. Enfin, non, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais en fait, moi, je pense que j'étais pour le coup pas du tout prétentieux. J'étais complètement conscient de ce que je savais faire et de mes limites, mais j'avais envie d'y aller quoi. En fait, et je me suis pas posé la question de savoir quel était mon niveau par rapport aux autres. Et je vais même enfoncer le clou en disant que en fait, j'ai fait la solitaire du Figaro en ayant fait 2 entraînements en solo. 2 journées d'entraînement en solo. Donc en fait, c'était une expérience. Enfin, ça va peut-être choquer ceux qui vont nous écouter. Je sais qu'il y a des gens qui se préparent pendant des années et qui en rêvent pendant des années. Moi, j'avais vraiment l'océan qui dans la peau. J'aimais être en mer. Et puis, j'avais envie de réaliser des rêves. Et la solitaire en était un premier. Et donc, je me suis lancé sans me poser aucune question. Et donc, en fait, j'ai fait 2 naves en solo. Et j'ai vu que j'étais capable de virer de bord et d'empanner. T'as fait la G2R avant quand même. Oui. Par contre, j'ai quand même fait la G2R. Mais en fait, j'ai récupéré le Figaro en mars. J'avais jamais fait de Figaro de ma vie. Et j'avais la G2R en avril et la solitaire en août. Donc, c'était quand même très court comme temps de préparation. Le tout en étant encore avec femme, enfant, enfin premier enfant, boulot, etc. Donc c'est vrai que ça a été une préparation. Il y a pas eu de préparation. Donc ça a été un peu comme un claquement de doigts. Je me suis dit allez j'y vais. J'ai réussi à trouver un partenaire et j'y suis allé et je me suis régalé. Alors comment ça se passe en interne au Figaro? En interne au Figaro, je me rappelle, pour tous ceux qui nous écoutent, il y a trouver des sponsors et il y a un cas de figure très particulier qui est être sponsorisé par son employeur. Oui, alors j'ai vécu ça, donc mais pas moi. Enfin, indirectement. Alors non, effectivement, c'est pas le sponsor, mais là, t'es dans un cadre quand même spécifique. C'est la course du journal. À l'époque, en plus, la course appartient encore au journal. Elle appartient encore au journal, ouais. En fait, je vais voir le directeur de la rédaction du Figaro, enfin le directeur adjoint, Jean-Michel Salvatore, qui ensuite a énormément compté dans mon parcours. Et je lui dis voilà, j'ai envie de faire la solitaire. Il me fait génial, va voir Pierre Comte, patron de la régie publicitaire. Donc là, je vais voir Pierre Comte, patron de la régie publicitaire. Il me dit génial, on va dépoussiérer cette rédaction, un truc vraiment sympa, super et tout. Et il me dit t'as besoin de combien? Donc je dis je crois que je lui ai dit 150 000 euros. À l'époque, je savais même pas si c'était TTC Warthog, j'y connaissais rien, j'étais un littéraire, tu vois. Et il me dit super, et ben écoute, je t'annonce que la personne qui met 150 000 euros sur ton projet, elle a 400 000 euros d'espace pub gratuit dans le Figaro. Et donc du coup, j'ai passé. Voilà, quasiment. Et donc j'ai passé un coup de téléphone, et en un coup de téléphone, j'avais mon budget. Et c'était qui? C'était Aquarelle, donc Henri de Maublanc, que j'ai appelé, je le connaissais indirectement par une relation commune, et il a dit oui tout de suite. Qui avait déjà sponsorisé Yannick Bestaven. Ouais, et d'autres mini, je crois à l'époque, peut-être Jeanne Grégoire, je sais plus. Il me semble. Ouais. Et donc du coup j'ai fait cette expérience. Pour lui c'était un one shot, pour moi aussi d'une certaine manière. Quoi que je me disais à l'époque, je me disais peut-être que je vais faire du Figaro. Enfin je savais pas trop, en fait je me projetais pas. Et je suis parti faire cette solitaire. Je te raconte en 2 mots cette solitaire. Vas-y. Donc c'est Victoire de Troussel qui fait un grand coup sur la première étape. Deuxième victoire de Troussel. Deuxième victoire de Troussel bien sûr. Et donc première étape dans la Mole, on descendait au Portugal, il y avait une dorsale, je fais bon dernier. Deuxième étape, on remonte du Portugal, on va à Cherbourg, Golfe de Gascogne dans de l'air, j'étais bien, j'étais genre 30e, on était 50 à l'époque, c'était une grosse année. J'étais 30e à Ouessant, donc truc de dingue. Et là, de nouveau molle, et donc de nouveau tout le monde me dépasse, et donc je termine dernier. Et dernière étape, on devait aller à l'île de Man, finalement ça a été annulé. La fameuse île de Man. La fameuse île de Man, ouais, on va jamais. Et du coup, on allait virer la Brittany Boy, et on avait pris 45 nœuds, et il y avait eu 10 abandons, et je mets 10 bateaux derrière moi sur cette 3e étape. Donc au final, je termine 48e sur 50, ce qui est loin d'être un bon résultat. Mais je termine en me disant, t'es un piètre régatier, mais t'es un bon marin, et donc tu continues. Et donc ça veut dire que ça démarre de là. C'est aussi simple que ça, quoi. Bah ouais, je me dis parce que en fait j'ai vu, je me rappelle très bien avoir eu des échanges à la VHF dans les 45 nœuds avec des mecs qu'on voit encore et qui sont très très bons, qui étaient pas bien, qui avaient le mal de mer, et moi j'avais pas le mal de mer et j'étais bien, j'étais heureux d'être en mer. J'avais la musique, je me rappelle, j'étais dans une forme, j'aime ça quoi, j'aime être sur l'eau, j'aime me faire rincer la figure. Et du coup je me suis dit les mecs ils sont bien plus pointus que moi, bien évidemment, ils savent faire avancer un bateau comme peut-être jamais je ne saurais faire marcher un bateau, mais dans les moments difficiles, je m'en sors plutôt pas mal. Et donc je me suis dit voilà, le Figaro c'est peut-être pas pour moi, mais il y a sans doute une place à trouver. Donc je continue. Ouais. Et là il y a une petite graine Vendée Globe qui est déjà là ou pas? Non, du tout. Pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. Là du coup je me dis je vais faire du classe 40. Et donc j'envoie une carte postale au patron de Géodis pendant l'été.
en lui disant cher Pierre Blaillot, bon baiser de Bretagne. Et sur le ton de la joke, tu le connaissais comme ça? Je le connaissais parce que à l'époque où je couvrais les transports terrestres, j'avais couvert la SNCF et donc Géodis. Et donc je m'étais toujours interdit de démarcher un secteur que je couvrais, mais là je le couvrais plus. Donc je me suis dit bon, bah, on tente. Et donc je lui ai fait une carte postale assez humoristique. On avait une relation déjà assez amicale. C'est quelqu'un qui, outre le fait d'être PDG de Géodis, avait un X442 et un IMX40 aussi au début des années 2000 à la Trinité. Okay. Et j'avais fait les entraînements d'hiver sur son bateau. Donc il m'avait déjà un peu repéré à l'époque. Il savait qui j'étais. Et donc du coup, j'envoie une carte postale en mode joke en lui disant dans 1 an et demi, il y a la route du Rhum, on peut la faire en classe 40, est-ce que ça vous tente? Et il me répond pas. Voilà, l'été se passe. Et en septembre, son assistante m'appelle pour un déj. On déjeune ensemble et en 10 minutes, c'était réglé, quoi. Et donc ça s'est fait comme ça. Toi, donc là, si je résume, t'as démarché 2 sponsors dans ta vie. Non, parce qu'après, il y en a eu beaucoup plus. Non, mais pour l'instant, jusque là, en 2010, t'en as démarché 2. 2009, enfin 2008 peut-être. Paprec, pour le X332 paternel. 100% de taux de conversion. Pour l'instant, ouais. Après, ça se complique. Mais là, à ce moment-là, je sais pas, tu vois, après, mais je pense qu'aussi, si on m'avait dit non, je me serais dit à ce moment-là, c'est pas grave, je suis au Figaro, je continue. Enfin, toi, il n'y avait pas d'enjeu particulier, je tentais, quoi. Je me suis pas dit, il faut absolument que je cherche des sous pour. Je me suis dit, tiens, il y a la route du Rhum, ce serait pas con ça. Tiens, je propose à Pierre Blaillot. Bon, ça a marché. Bon, c'est comme ça. Il n'y a pas toute ta vie, c'est pas un enjeu. Non, parce qu'en fait, j'étais très heureux. Enfin, je suis un amoureux de l'océan, je l'étais. J'avais des vraies envies de large. Je souffrais déjà quand même du métro et de la vie parisienne, mais en même temps, je m'épanouissais énormément intellectuellement dans mon job. Donc, je sais pas, il y avait un côté un peu je tente, on verra bien, c'est la vie qui décide, quoi. Il y avait un peu ce côté-là et je sais pas, un peu de chance. Après, les gens que j'ai démarchés comme Pierre Blaillot, c'était des gens avec qui il y avait eu un parcours professionnel. Oui, c'est pas juste un filet lancé. Ouais, voilà, c'est pas uniquement un filet lancé. Il y avait une vraie connivence intellectuelle parce qu'on avait collaboré à l'époque, etc. Ils me connaissaient. Enfin, tu vois, c'est pas uniquement. Je suis pas le capricieux qui lance des filets comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté réussite. Alors, les années classe 40, par contre, là, on change de mode. Oui. Là, tu pars pour longtemps. Peut-être que tu ne sais pas encore à ce moment-là, mais ça va durer assez longtemps. Ouais, mais ça, je ne sais pas encore à ce moment-là. Ça va être plus structuré, ouais. Non, parce qu'à l'époque, je loue un classe 40 pour faire la route du Rhum 2010. À l'époque, je me rappelle très bien, 3 jours avant le départ de la route du Rhum, ou 4 jours, je dis à ma femme, elle tenait les 2 enfants, on était à Levallois, je partais prendre le train, j'étais revenu, tu vois, de Saint-Malo. Je dis à ma femme, promis, juste une fois. Elle me dit, Fabrice, promis. Je dis, ouais, transat en solo, une seule. Elle me fait, Fabrice, une seule dans ta vie. J'ai dit, juré, je fais cette transat et après c'est fini. Et donc je pars faire cette transat en me disant voilà à la fin du. T'étais sincère. J'étais sincère. Et au départ de la route du Rhum, il y avait Yann Eliès qui était venu et qui était en discussion avec Géodis pour potentiellement faire le Vendée Globe 2012. Et j'étais très fier, très content. Je me suis dit c'est génial. J'avais aucune amertume. Je me disais j'ai entre guillemets ramené Géodis dans la course au large parce qu'il était avec Auguin très longtemps avant. Et je me suis dit ensuite ils vont continuer avec Eliès. Génial. Et en fait les choses se sont goupillées différemment parce que la négociation entre Yann Eliès et Géodis n'est pas allée au bout. Et moi, à l'arrivée de la route du Rhum, le Figaro a fait une pleine page avec la photo du bateau disant un journaliste du Figaro a terminé la route du Rhum. Et donc là, ils ont un retour sur investissement de dingue. Et donc quand je suis rentré de la route du Rhum, ils m'ont appelé en me disant on continue. Je dis ouais. Ça s'est fait un peu comme ça. Donc c'était pas calculé. D'accord. Et c'est là par contre que là c'est une bascule dans ma vie, c'est que déjà il y a un sponsor qui me dit on y va pour 3 ans. Donc ça me permet d'acheter un bateau et donc de commencer à professionnaliser mon projet, qui à l'époque était complètement amateur. Il est resté un peu en classe 40, mais il s'est un petit peu professionnalisé. Et puis après, d'un point de vue personnel, en fait, j'ai fait la route du Rhum. J'ai trouvé ça hyper dur, épouvantablement difficile. J'étais pas du tout préparé. En plus, c'était l'année où en classe 40, Troussel passe par le sud et Thomarian passe par le nord et finit par gagner. Et moi, j'étais passé par le nord. C'est une route difficile. On s'était pris 3 ou 4 fronts, donc c'était éprouvant. Et je me rappelle m'être dit pendant toute la course, t'as fait ton truc, t'as fait ton petit caprice, voilà, t'as vu ce que c'était, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et en fait, en arrivant en Guadeloupe, j'ai un lever de soleil sur la Guadeloupe. C'est un tel émerveillement, c'est un moment tellement puissant qu'à ce moment-là, je me rappelle, je prends la caméra et je dis, voilà, juste pour ce moment-là, ça valait le coup de souffrir pendant 3 semaines. Et juste pour revivre des moments comme ça, je repartirai sur les océans. Et là, c'est un moment clé de ma vie, quoi. Et Madame Amédéo, tu lui dis quoi? Et Madame Amédéo, elle était à l'arrivée et elle a trouvé ça génial aussi, quoi. Et je me rappelle, je me rappelle que en fait tout bascule pendant cette route du Rhum parce que il y a le sponsor donc qui suit ensuite pendant 3 ans. Il y a ce moment on va dire intense d'un point de vue personnel qui me donne vraiment le déclic pour prolonger. Et ensuite, alors à partir de ce moment-là, j'avais plus qu'une seule idée en tête, c'était repartir.
Et après, j'ai consacré toute mon énergie à construire des projets voiles et à repartir à partir de ce moment-là. Et Madame Amédéo, en fait, j'avais à l'époque monté un petit blog qui s'appelait Reporter du large, et j'envoyais des vidéos, j'envoyais des textes très personnels. Et ça a commencé à prendre. Alors j'avais une audience, j'avais 1000 ou 1500 personnes, tu vois, c'était rien d'incroyable. Mais il y avait plein de messages de soutien, de gens qui disaient que c'était inspirant. Et je me rappelle avoir appelé avec l'Iridium ma femme à mi-course, et elle était quasiment en larmes. Et elle m'avait dit, en fait, j'ai vraiment compris. Tu fais rêver les gens, et là tu te livres. Et j'ai compris que c'était important pour toi et à quel point ce que tu faisais était beau. Et donc ça a été, je pense, aussi un déclic pour elle. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, je peux pas lutter, quoi. Faut que je le laisse partir. D'accord. Voilà. Il y a même pas de recette magique en fait. C'est juste l'évocation et c'est ça. L'effet qu'elle voyait sur toi. Ouais. Après, c'est ça qui est beau, je trouve, dans la vie, c'est que c'est pas, on calcule pas forcément tout. On peut pas tout calculer. Et donc, ce que je raconte, c'en est un peu l'illustration. C'est à la fois beaucoup de travail et en même temps des rencontres, un peu de chance. Et tout ça, on met ça dans un shaker, on agite et puis ça donne après un chemin, quoi. Alors, les années classe 40, elles sont marquées aussi par la collaboration avec un marin. Il y a quelques marins avec qui tu as toujours été fidèle, quoi. Hein, oui. Qui t'ont accompagné sur long terme. Oui. Là, les années classe 40, c'est Armel, Tripon. Ah oui, clairement. Ouais. Alors, raconte-nous un peu la rencontre avec un garçon qui gagnera la Route du Rhum longtemps, 4 ans après. 8 ans après, pardon. 8 ans après, ouais. En fait, Armel, je l'ai contacté en 2008 pour louer son Figaro. C'était le 57, donc je lui avais loué son Figaro. On n'avait pas spécialement sympathisé, on avait un peu échangé rapidement, et puis il m'avait loué son Figaro. Puis je fais le dire avec moi, avec Jean-Pierre Nicole, voilà, c'est ça. Je fais les avec Jean-Pierre Nicole. Et donc j'avais loué son Figaro. À la fin de la solitaire, je lui ai rendu le Figaro. Et ensuite, donc en début 2010, on était un peu resté en contact, mais sans plus, quoi. On s'envoyait des nouvelles, on se suit, quoi. Et en fait, début 2010, quand je commence à récupérer le budget Géodis pour faire la route du Rhum, je le contacte en lui disant, est-ce que tu veux faire le coach? Parce que moi, j'avais aucun contact dans le milieu de la course au large à cette époque-là. Et du coup, il me dit, ah ouais, volontiers. Et en fait, il était en train de terminer sa collaboration avec Gédimat. Et donc, à l'arrivée de la route du Rhum, il me recontacte en me disant, Gédimat m'a lâché. En tout cas, c'est terminé entre nous. Et je lui dis, super, moi, je signe avec Géodis pour 3 ans. Je me sens pas capable d'y aller tout seul. Je t'embauche, on y va. Et donc, du coup, je l'ai embauché pendant 2 années à temps plein. Là, on avait un super deal. Hein. Moi, j'étais donc journaliste au Figaro, je gérais le projet et la com, et lui, il était marin, co-skipper du bateau, et il gérait la préparation du bateau. Et le deal était clair. Quand j'arrivais avec mon ciré, je posais mes fesses sur le bateau et on sortait naviguer. Alors avec un classe 40, il y a moins d'enjeux en plus en termes de préparation qu'avec un IMOCA. C'est quand même plus léger en termes de préparation. Donc là, le deal pour le coup était facile à tenir, et c'est vraiment ce qu'on a fait. Et donc là, j'ai quand même commencé à découvrir le cran d'au-dessus en termes d'implication et de niveau. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Armel est quelqu'un d'assez étonnant, je pense, dans le milieu de la course au large. Il a gagné sur le tard, comme tu le disais, mais c'est quelqu'un de très 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 malin. Il avait gagné la Mini Transat. Il avait gagné la Mini Transat, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui a, alors déjà, je pense, il a une étoile au-dessus de sa tête, mais c'est un truc de malade comme il a une étoile au-dessus de sa tête. Il a toujours eu de la chance dans sa vie, quoi. Après, je veux pas lui porter la poisse en disant ça, mais voilà, il a une vraie bonne étoile. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui, tout en étant humble. Et donc du coup, ça donne un gars à l'écoute, pas du tout frustré de naviguer avec, pour le coup, le Parisien de service qui débarque. Et on s'est humainement super bien entendu. Et lui, je pense qu'il était à un moment de sa vie en plus où il manquait un peu de confiance en lui parce qu'il s'était fait lâcher par son gros sponsor. Il avait pas fait de résultat en Figaro. Il était 20, 22e ou 16e, mais il n'arrivait pas à faire mieux. Et donc du coup là, je pense qu'il se sentait assez valorisé par cette mission. On a fait des résultats en plus. Là très clairement à l'époque, on fait 3e de la solidaire du chocolat. C'est pas parce que je suis brillant, c'est parce qu'il a assuré. Après moi je me suis mis au niveau, mais donc je pense que ça l'a valorisé et donc ça lui a ensuite permis de donner un deuxième départ à sa vie professionnelle. Et moi j'ai énormément appris. Donc c'était une belle page. Tu te sens progresser pendant ces 3 années. C'est le marin qui commence après la route du Rhum en 2010. Et qui va jusqu'en 2014 faire une seconde route du Rhum. En fait non, je me sens pas vraiment progressé. En fait, comme je te disais, moi j'aime bien me faire rincer la figure et donc à chaque fois Armel il prenait la barre et moi je mettais la combi jaune là Musto pour ne pas les nommer et j'allais à l'avant faire le changement de voile, le machin truc. J'aimais bien le côté un peu cascadeur, quoi. J'avais acheté ma cagoule, j'étais trop content et j'allais me faire défoncer devant et lui ça le faisait marrer à chaque fois. Et donc du coup j'ai toujours eu ce côté un peu fonceur, même sur le bateau, et j'étais pas trop forcément dans le détail technique du réglage de voile. Donc j'ai un peu progressé sur cette dimension-là, mais pas trop. Donc je me suis pas dit tiens je passe des paliers mais c'est clair qu'au contact d'Armel j'ai appris beaucoup de choses. De fait il y a quand même plusieurs transats, il y a la Chocolat, il y a Québec Saint-Malo, il y a une Jack
Jaguar. On a fait des formations météo chez Bernot. On a fait des formations Adrena. Donc, j'ai commencé quand même à regarder un peu l'ordinateur. Si, j'ai quand même pas mal progressé, mais je me suis pas dit, tiens, t'es en train de progresser. Et en fait, c'est la Route du Rhum 2014. Donc là, sans Ramel, hein, par définition, qui lui, en plus, la préparait sur une IMOCA à cette époque-là. Et en fait, les 3 mois avant le Rhum, donc j'étais toujours journaliste au Figaro, et je me dis bon, là pour préparer. Alors j'avais un bateau qui était devenu vieux, un Aquilaria RC2. Donc en 2010, c'était un bateau de top niveau, et en 2014, ça devenait un bateau un peu dépassé. Et du coup, je me suis dit bon, comment préparer au mieux cette course ? J'avais pas vraiment de coach, pas vraiment de moyens. J'étais juste sur l'acquis des 2 années passées à Carmel, et je me suis dit en fait, tu vas faire du large, comme un cochon. Et donc en fait, tous les dimanches soirs, je prenais mon train. J'arrivais à 22h, quelque chose comme ça à Auray, taxi. Et là, si les conditions me permettaient, je prenais directement mon classe 40 pour partir sur l'eau. S'il y avait trop d'air, que c'était un peu chaud de faire la manœuvre de port de nuit, je partais le lundi matin et je naviguais jusqu'au mardi soir. Et donc en fait, j'ai fait ça 3 mois de suite. Je naviguais 48 heures, je partais, j'allais virer l'île Dieu, je faisais ma manœuvre de speed, machin, de renvoi, je retournais vers Belle-Île et j'avais mon petit parcours, hein, et j'ai navigué comme ça. Et du coup, quand je suis arrivé sur le départ de la Route du Rhum, j'étais relativement prêt, sans le savoir, avec un bateau qui valait ce qu'il valait, mais qui était fiable pour le coup, sur lequel on avait pas mal travaillé. Et puis le début de la Route du Rhum a fait qu'il y a eu pas mal de casses. T'en sais quelque chose, je crois, et avec quelques arrêts au stand. Et du coup, je me suis retrouvé directement dans le bon paquet. Derrière, il y avait une dorsale, donc ça partait par devant. Et puis à un moment, je me retrouve 6e de la Route du Rhum en classe 40. Je me rappelle que t'as fait 26e à celle de 2010. 24, je crois. Peut-être 26, non, 26, ouais. Peut-être 26. Ouais. Si j'ai bien lu ma fiche Wikipédia avant de venir, c'est 26. 26, ouais. Et donc là, j'étais 6e et à 24 heures d'arrivée, puis après, j'ai eu du petit souci à l'arrivée, donc je termine 9e. Mais bon, je te fais quand même top 10. On peut juste raconter, parce que sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, mais pour ceux qui ont fait la Route du Rhum ou qui veulent la faire, il y a le tour de la Guadeloupe sous le vent, qui était un cauchemar absolu. Alors moi, mon cauchemar absolu, c'est de monter au mât. Et en fait, et là, toi, pendant la transat, je suis monté au mât pour la première fois de ma vie. Je l'avais jamais fait, même au port. Et donc pour décoincer mon spi qui s'était coincé dans l'étai, parce qu'en fait j'avais des problèmes de pilote, et donc je marchais uniquement en mode compas, et j'avais une grosse ado, donc je m'étais réveillé avec le spi emmêlé dans l'étai. J'avais réussi à monter, à décoincer le bazar. Et là j'arrive en Guadeloupe. Il y avait pas d'enjeu, il y avait Pierre Brasseur qui était 15 000 devant, et Miranda Méron qui était derrière. Elle avait 100 000 de retard, quoi. Donc il y avait pas d'enjeu, il suffisait juste de terminer la course. Et là je vois la Guadeloupe à vue, et je me dis c'est ta course, c'est la course de ta vie, t'as jamais navigué comme ça, tu lâches rien, quoi. Et donc là je repasse grand spi. Et 10 minutes après, il y a un grain à 40 nœuds, et là départ à la battée, machin, le spi dans tous les sens qui s'enroule. Et du coup là je me dis je suis trop crevé pour monter en tête de mât, j'en peux plus. En plus j'avais pas de dessalinisateur. Le dessal du bateau avait été tombé en panne la première nuit de course. Donc j'étais 1,5 litre d'eau par 24 heures, lyophilisé compris. Donc en fait j'étais en déshydratation, je l'ai su après. Et du coup là je me sentais plus capable de monter, je me suis dit tu vas te foutre en l'air. Et donc je me suis dit je vais passer les cindes comme ça, c'est pas grave, ça le fera. Et donc j'ai fait le tour de Guadeloupe avec mon spi dans l'étai, et quand je me suis pris 25 nœuds de vent pour faire du prêt avec un bout de spi dans l'étai. On explique, en fait, quand on finit le tour de la Guadeloupe, après on finit au prêt face aux alizés dans le canal entre les Saintes et la Guadeloupe, il y a 20 000 je crois, un truc comme ça. Un truc comme ça. Et sur les 20 derniers milles au prêt avec le bout de spi en l'air, c'était je sais pas, j'étais dans un état second, je me suis dit ça va le faire, quoi. Et ça l'a pas fait. Et moi, je me souviens de regarder sur l'écran de l'ordinateur. Moi, j'étais loin derrière, précisons. J'étais enfin pas tout à fait ça. Non, j'étais 14e. Ouais, 14e. Mais donc, du coup, je commençais quand même à regarder la carte, et je te vois essayer d'embouquer le chenal des Saintes et puis faire demi-tour. Il y a un petit port à côté. C'est ça, je me suis arrêté au petit port juste avant. Et c'était incroyable en fait. Donc j'ai fait mon arrêt réglementaire de 4 heures. Voilà. Et pour le coup, on n'avait pas l'info, quoi. Quand t'es sur l'eau, t'as pas les infos, tu sais pas ce qui se passe, quoi. Et là, tu te dis, mais pourquoi il s'arrête là, à ce moment-là, alors qu'il reste 20 000 à faire? C'est moins de 20 000, c'était... Moi, j'ai pas arrêté d'y penser quand j'ai fait le tour, où c'est vraiment psychologiquement, c'est quand même très, très dur, si t'es premier, et qu'il y a pas trop de monde derrière, ça va, mais sinon, c'est quand même très, très compliqué, quoi. Et je vois encore le petit triangle, je me souviens plus de la couleur, qui est là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive? C'était quelque chose de... Ouais, ça a duré toute la nuit. C'est pas le meilleur souvenir. Enfin, au final, c'est quand même une route du Rhum, exceptionnelle, parce que dans les 10-12 premiers, il y a quasiment que des professionnels ou des quasi-pros. Et tu fais une route du Rhum. J'ai une super route du Rhum au final. Je termine 9e, c'est dingue. Et du coup, là, à cette arrivée, c'est là qu'il y a un déclic.
parce qu'on parlait du Vendée Globe tout à l'heure. Alors, ouais, nouveau déclic là pour Nouveau le coup. déclic, ouais. Là, il est plus, on va dire, sportif. En fait, même sur les années classe 40 avec Armel Tripon, je me rappelle sur la Québec-Saint-Malo notamment, c'est quand même traverser l'Atlantique Nord en août, ça va, par rapport aux mers du Sud sur un Vendée, ça reste honnête. Et je me rappelle lui avoir dit, oh, mais qu'est-ce qu'on se caille les miches, mais jamais de ma vie, je ferai un Vendée Globe. Ça, c'était en 2012, tu vois. Et donc là, 2014, je fais cette route du Rhum. Je me dis globalement, il faut pas se fier à grand chose quand tu dis jamais. Avec moi, non, quand jamais. Tu dis à ta femme jamais une seule transat, c'était pas vrai. Là, ouais, tu dis jamais une mer du Sud. Tu feras par la Il deuxième. y a que les cons qui changent pas d'avis. Et du coup, je me suis formé aussi au fil de l'eau. Et donc mes ambitions, voilà, mon esprit s'est ouvert, on va dire. Et du coup, donc à l'arrivée de cette route du Rhum, je me dis d'une certaine manière, c'est une course de référence pour moi parce que j'ai navigué le pied au plancher tout le temps. Dès que j'avais une merde, je la réparais, je repartais. Enfin, j'ai jamais rien lâché. Ça, j'en étais très fier. C'est la première fois de ma vie que je naviguais comme ça. Et là, je me dis, bon, alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Je me dis, option 1, là, avec la dynamique qui se crée, il y avait Nurest qui était rentré dans l'histoire. Je me dis, tu construis un classe 49 et tu vises un super résultat sur la route du Rhum 2018. Mais là, je me dis, tu pourras faire ce que tu veux. Il y aura toujours 2, 3, 4 figaristes qui viendront au dernier moment avec un bateau et qui termineront devant. Et ça, tu pourras jamais rien faire contre ça. Et donc je me dis, bon, finalement, repartir pour finir peut-être 5e, ou peut-être même moins bien que 9e, est-ce que c'est un grand intérêt? Et là, je me dis, bah non. Et donc je me dis, bah c'est quoi le step d'après? Bah c'est faire le tour du monde. Cette fois-ci, pas forcément comme je venais de faire la route du Rhum, le pied au plancher, mais plus en mode aventure. Et donc du coup, j'ai le PDG de Nurest qui m'appelle. Je suis encore en Guadeloupe, en vacances en famille. Il me dit, génial, on a adoré en interne, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je dis, bah Vendée Globe 2016. Il me fait, génial, viens me voir dès que tu rentres, on y va. Et ça se fait comme ça en fait. Alors du coup, moi je vais réévoquer un souvenir personnel. Moi aussi, je suis en Guadeloupe. Toi, tu rentres avant moi. Et je regarde un peu les réseaux sociaux à Saint-François, dans la petite case que j'ai louée avec ma famille. Et je vois une photo, un selfie de toi avec le même casque blanc que je porte là, sur un vélo elliptique dans un centre de sport. Et t'es en train de transpirer, mais on est une semaine après l'arrivée, hein. Et où tu dis en route, prochain projet. Ah oui, et c'est là, ça. je me suis dit, je regarde ça et je dis mais qui c'est ce mec quoi? Parce qu'on se connaît pas beaucoup à l'époque. Il y a beaucoup de concurrents. On n'a pas de, comme tu dis très bien, tu t'arrives, tu repars parce que t'as ta vie ici. Et je vois ça et je me dis mais ce gars comment il fait quoi? Alors que moi post-Rome, j'étais plutôt en mode épuisé quoi. Bah, c'est vrai qu'à l'époque j'étais un peu. Il entame la prépa physique pour son prochain projet. Mais comment fait ce type quoi? C'est vrai que j'étais un peu fou quand même à l'époque. Là, je me suis un peu assagi, je te rassure. Mais oui, bah en fait, chaque projet qui se terminait, en fait non, un projet n'était même pas terminé que je pensais au suivant. Et d'ailleurs, ça j'ai encore un peu ce syndrome-là, c'est-à-dire que pendant le Vendée Globe 2016, j'ai pensé à mon Vendée Globe 2020, et probablement que pendant le 2020, je penserai au 2024. Mais c'est ça aussi qui permet d'avancer et de tenir dans les moments difficiles. En tout cas, moi, je me suis construit. Mais il y a une forme de détermination. D'engagement qui est pas neutre quoi. Bah oui, après je sais pas ça vient je me suis posé la question de savoir d'où ça venait. Je me rends compte que je suis quand même assez déterminé. Je sais pas, quand j'étais gamin, j'ai fait de l'athlé. Je faisais 5 entraînements par semaine et quand il pleuvait, quand il neigeait, je continuais à y aller. Peut-être que ça vient de ces moments-là. Je sais que étant gosse aussi au collège, j'étais pas mal rejeté par mes camarades, et j'ai toujours eu un sentiment de, pas de revanche, mais de vous allez voir ce que vous allez voir un petit peu, d'une certaine manière. J'ai pas mal travaillé ça avec mon psy, donc là je t'en parle avec le sourire. Là, je te caricature les choses, mais du coup il y avait ce côté vous allez voir ce que vous allez voir quoi. Et donc voilà, j'ai une espèce de force en moi qui s'est révélée en fait après le bac, quand je suis rentré en prépa littéraire. Je suis devenu une machine de travail, et en fait je le suis resté jusqu'à peu là. Là j'ai un peu levé le pied depuis 1 an ou 2 parce que j'étais vraiment épuisé. Le Vendée Globe m'a vraiment épuisé, mais de l'âge de 18 ans jusqu'à 38 ans, j'ai été une machine de travail. Je faisais que ça tout le temps. Ma vie était consacrée au travail. J'avais pas vraiment de loisirs. Ou si, c'était la voile, mais une voile que j'essayais tu faisais un peu sérieusement quand même, de professionnaliser. Donc finalement, c'était pas un vrai loisir où tu te reposes et où il se passe rien et où juste tu décompresses. Et voilà, je me suis construit comme ça. Je voudrais juste revenir sur la route du Rhum. Comment t'expliques le déclic sportif de la route du Rhum? Les circonstances, l'enchaînement qui fait que t'es dans le bon paquet là. Tout n'a pas une explication. C'est-à-dire que j'étais prêt. Ça, c'est clair que j'étais prêt. Comme je te l'ai dit, je m'étais pas mal entraîné au large quand même. Je pense qu'à un moment, ça joue. Faire du large quand on veut justement faire une course au large, par définition, a priori, ça peut payer.
Le bateau était solide. Et puis Tu connaissais bien aussi. Je connaissais bien. Et puis toujours cette forme d'insouciance que j'ai sur l'eau. Je suis heureux d'être sur l'eau. La première nuit, le front c'était quand même un peu violent. Je me rappelle, il y avait de la grêle, 35 nœuds. Moi, j'ai mis la musique. J'ai un ballast qui a pété. Hop, j'ai vidé mes 200 litres de flotte. Moi, j'étais heureux d'être sur l'eau. Je me posais pas de questions. En fait, en mer, j'ai pas peur. Et du coup, voilà, ça m'empêche pas d'être raisonnable, de naviguer à mon niveau, de mettre le curseur là où il faut et de pas prendre de risques. Mais j'ai jamais peur. Et du coup, voilà, les choses se sont bien goupillées. Et puis voilà, et puis j'en avais envie, quoi. J'en avais vraiment envie de cette route du Rhum. Alors du coup, on passe à la partie préparation du Vendée Globe. Ouais. Comment, alors la même chose, t'es encore cadre sup à Paris, t'as un Vendée Globe à préparer, comment ça se passe Alors donc je reviens concrètement après la route du Rhum, je reviens à Paris. Là, j'ai un job au Figaro le matin. Donc là, je suis en charge du site internet lefigaro.fr le matin, chargé d'édition, ça s'appelle. Et donc de 5h du matin à 13h, je travaille sans pause. Et il y a une équipe de 8 journalistes. Et moi, je fais un peu le chef d'orchestre. Et je m'assure que l'actu est bien couverte, qu'on fait les bonnes alertes, etc. Et donc ça me permet, à partir de 13h, d'attaquer un déj. Moi, j'appelle ça un déj réseau. Donc un déj pour mes projets perso, futurs projets professionnels, mais en tout cas les projets voiles. Donc de faire un déj avec un chargé de com, un patron, etc. Et ensuite du job dédié à mon projet voile. Donc ça me permet d'avoir quasiment une double vie professionnelle à ce moment-là. Et donc c'est là que tout se joue. New Rest signe. J'achète Gitana Haiti, qui à l'époque s'appelle Gaes sur la Barcelona. Ils sont dans l'Indien. J'ai 40% de mon budget, le banquier suit, donc j'achète le bateau, et là je me dis, quand le bateau arrive à Barcelone, il est à moi, et donc j'ai un demi-tour du monde pour trouver 60% de mon budget Vendée Globe. Et donc là je cherche, je trouve pas. Et à l'époque, moi j'étais persuadé qu'on ne trouve de l'argent qu'en allant voir les gens qu'on connaît ou les amis de ses amis. Le réseau, quoi. Le réseau, voilà, par définition. Et là, je tombe sur quelqu'un que je connaissais déjà, que j'avais croisé parce qu'il travaillait avec Yann Eliès, qui s'appelle Olivier de Lagrange, qui est devenu aujourd'hui la personne qui s'occupe de tous mes partenaires et du développement de mon projet, et qui me dit je veux qu'on travaille ensemble parce que tu as un profil intéressant, tu racontes des histoires, etc., etc. Et il me dit moi, je travaille pas comme les autres, j'arrose, quoi. J'envoie le dossier à bloc. Et je me dis ça marchera jamais. Et en même temps, je me dis de toute façon, perdu pour perdu. J'ai mon futur bateau là, ils étaient peut-être au Cap Horn, tu vois, là ça commençait vraiment à chauffer. Et j'ai dit bah vas-y. Et donc là on passe 2 semaines à se faire des réunions, à s'échanger des emails pour faire le dossier qu'on jugeait bon. Et là il l'a envoyé en 3 semaines à 600 ou 700 boîtes. Et sur les par 600, courrier, par mail, par mail. Par mail. Uniquement au président. Donc il a un fichier, un très beau fichier. Il a un très beau fichier, ouais. Il écrit uniquement au président. Et lui, c'est pareil, c'est quelqu'un d'assez étonnant et très sportif et assez, en fait, il travaille pas la semaine, il travaille la semaine, mais il travaille surtout le week-end. Parce que la semaine, les PDG, ils ont une assistante. Le week-end, ils ont leur iPad et ils regardent un peu leur mail parce que l'assistante est en week-end. Et donc, du coup, il fait le gros de son travail quand même, le gros de son activité le week-end. Et donc, il a contacté comme ça le président de la Matmut, un week-end. C'est pareil, tu vois, moi la Matmut, on m'aurait dit on va envoyer un dossier à la Matmut. J'aurais dit mais vas-y, perds ton temps si tu veux, quoi. Ils m'ont pas attendu, jamais de la vie ça marchera. Et en fait, je pense que sa force à lui, c'est une grosse capacité de travail, un fichier très très qualifié, et puis aussi le fait qu'il connaît pas bien le monde de la voile, et donc en fait il s'interdit rien. Il vient pas avec des présupposés. Il se dit bah ouais, la Matmut, pourquoi pas, il y a Gabar qui a gagné avec Massif il y a 4 ans, ils vont peut-être être intéressés. Et Banco, ça les a fait marrer. Ils se sont dit on va pas aller avec un projet à X millions d'euros essayer de faire ce que la Massif a fait avec Gabar. On va y aller pour quelques centaines de milliers d'euros avec Amedeo sur un projet aventure très éditorial et complètement différent. Et donc en fait, on les a rencontrés, 15 jours après c'était signé. Et on a signé au moment où Gitana Haiti passait Gibraltar. Donc c'était nickel. C'était chaud. C'était chaud. Et ce garçon va travailler avec toi depuis il a toujours travaillé avec moi et tous les autres sponsors qui sont arrivés grâce à lui. D'accord. Toi aujourd'hui tu ne fais plus de recherche? Non, je vais à tous les rendez-vous. Tu vas à tous les rendez-vous, bien sûr. Mais je fais pas de prospection. D'accord. Pas de prospection. Ouais. Mais par contre, c'est toi une fois qu'il y a un peu d'avant-vente à faire, une fois que la vente est quasi faite, c'est toi qui arrives pour signer le contrat, pour mettre en œuvre Non, mais le premier rendez-vous, j'y vais toujours. Enfin, il y a aucun rendez-vous qui se passe sans moi. D'accord. Et donc parce que de toute façon, ces histoires de sponsoring, c'est des histoires d'hommes. Ouais, bien sûr. C'est des projets qui sont hyper incarnés. On met pas un logo sur une voile, on met un logo sur un bateau, on raconte une histoire avec un homme ou une femme. Et donc c'est des projets hyper incarnés. Donc si je vais pas au rendez-vous, ça a aucune chance de se faire. Donc je fais tous les rendez-vous. Donc il y en a quand même pas mal.
Et puis après, par contre, je prends le partenaire en main. Et la gestion du partenariat, c'est toi qui l'as fait en direct. Et tout seul d'ailleurs. Encore un peu avec l'aide d'Olivier. Il me donne des coups de main sur les RP, il fait un peu de relationnel avec les partenaires parce que je commence à en avoir pas mal. Donc il travaille exclusivement pour toi? Ce qui va de la voile, ouais. On a une clause exclusivité. Ouais. D'accord, très bien. Il y a des petits copains qui l'ont déjà appelé. Pas la peine d'essayer de l'appeler. Régulièrement, il y en a qui l'appellent, mais non, en fait, mais lui, il est assez clair là-dessus. Vu que sa démarche, elle est quantitative, il peut pas se permettre de bosser pour 3 personnes. Il peut bosser que pour une. Parce que quand il va démarcher pour moi, il va démarcher 800 boîtes. Il peut pas démarcher 800 boîtes pour un Médéo le lundi et 800 boîtes pour un tel le vendredi. Et puis il a pas un fichier extensible. Non, il a quand même 15 000 boîtes, je crois, donc c'est pas mal. Mais du coup, il a des athlètes, des gens qui font de l'athlétisme, il a des gens dans le milieu du vélo, je crois, des rugbyman, mais il a plutôt un sportif par sport. C'est assez cohérent. Ouais, tout à fait. Alors du coup, Bateau Passe Gibraltar, t'as de quoi le financer, mais... J'ai de quoi le financer. Donc 1er mai 2015, je prends un avion pour arriver à Barcelone, je monte sur cet IMOCA. C'est la première fois de ma vie que je mets le pied sur un IMOCA. J'ai jamais navigué de ma vie sur un IMOCA, même monté à bord sur un IMOCA au port. Et là, je me dis, la vache, c'est mon bateau, je vais faire le Vendée Globe dessus. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et alors, là, je fais convoyage retour Barcelone-La Trinité. Là, je me dis, ah ouais, ça, c'est chaud quand même. Je me rappelle, à chaque fois que je sortais de la cabine et que je regardais l'avant du bateau, j'avais une espèce de, pas de crise d'angoisse, mais une espèce de vertige en me disant, mais c'est énorme. Je regardais le mât, mais c'est énorme. Mais c'est un très très gros bateau, quoi. Et ouais, c'est vrai que c'était pas gagné au début. Après, je suis quelqu'un de prudent et j'écoute beaucoup, donc j'ai pas fait de conneries. Mais je me suis dit, ah ouais, ça va être chaud. Et donc démarre les entraînements à la Trinité et puis voilà. Et puis au début, j'étais à la rue et puis j'ai progressé en bossant, quoi. Et là, t'arrêtes de travailler? Là, j'arrête de travailler, ouais. J'arrête en juin 2015, donc à 16 mois du départ du Vendée. Donc j'ai 16 mois pour préparer le Vendée. Donc je fais d'abord la Transat Jacques Vabre avec Éric Perron. Ensuite la Transat Retour Saint-Barth-Port-Laf, où là il y a beaucoup de casse. Donc je termine deuxième derrière Sébastien Josse. 3 jours et demi derrière, mais deuxième. Et après, donc je fais qui est assez symbolique parce que tu as écrit un livre avec on parlait d'Armel Tripon et Sébastien Josse fait partie aussi des personnes qui comptent dans mon parcours. En fait, on a écrit un livre après sa Volvo en 2007. Donc à l'époque, il voyageait pas mal. C'était la période post-Volvo, mais il y avait beaucoup de promotions, donc il continuait pas mal à aller faire des régates, Middle Sea Race, etc. pour ABN AMRO. Et donc dès qu'il prenait un avion, Orly ou Roissy, j'allais le chercher avec ma voiture. On se calait soit dans un restaurant, soit je le ramenais chez moi à Levallois et on se faisait des interviews. Et on a écrit le livre comme ça. Et je me rappelle un jour, on était dans la Smart de ma femme, porte d'Asnières, dans les embouteillages. Je sais pas, t'imagines un peu le cadre, quoi. Et je lui posais des questions. Il en pouvait plus, le pauvre Sébastien. Et il me dit, mais pourquoi t'as l'air à fond? Pourquoi tu te lances pas dans la grande aventure toi aussi? Pourquoi tu te l'interdis? Et je me rappelle avoir bafouillé, parce que c'est pas. C'est avant ta solitaire, hein? Ouais, c'est vraiment ma solitaire, ouais. Et c'est un déclic en fait. Quand il me dit ça, je me dis mais ouais, il a raison, quoi. Et c'est à l'issue de ce moment déclic que je me suis dit ouais, l'année prochaine je fais la solitaire. Ça vient de là. Et donc Sébastien était parrain de mon premier Figaro. Enfin, j'en ai eu qu'un seul, mais mon premier bateau finalement. Ton premier bateau. Ouais, mon premier bateau. D'accord. Voilà. Et donc il est revenu aussi naviguer sur Gitane Haïti une fois, et il m'a rien dit parce qu'il était sympa, mais je l'avais vu à la manœuvre, à la colonne de winch, pas forcément en termes de puissance musculaire, mais c'est la rapidité d'exécution. En fait, au niveau de la gestuelle, on sentait qu'il était chirurgical, tac, 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 tout était fluide. Moi, j'étais à la rue, quoi. Et donc, lui, il a rien dit, mais je me rappelle m'être dit, waouh, il y a du taf. En plus, il y avait 25 nœuds, c'était pas ma première sortie dans 25 nœuds, c'était genre fin d'été, les petites dépressions qui reviennent. Et je me rappelle m'être dit, il y a du taf. Et puis, au final, j'ai beaucoup travaillé. L'équipe a bien travaillé pour préparer le bateau. Je suis parti. Donc là, on change de dimension, même s'il y avait Armel qui t'aidait sur ton projet Classe 40. Là, on rentre dans une autre dimension. Il faut créer une équipe. Là, j'ai une équipe de 3 personnes à plein temps. Il y a Michel Desjoyaux qui est venu 3-4 jours m'entraîner. J'essaie de faire venir des gens pour un petit peu me former. Je vais faire 2 journées d'immersion chez Bernot pour faire la météo du Tour du Monde. Enfin, là, je m'y mets quand même sérieusement. Je fais du sport à fond. Enfin, là, je deviens à plein temps dédié à mon projet. Et du coup, je suis parti, pas forcément en étant prêt, mais en étant complètement habité par cette envie d'aller découvrir les mers du Sud. Et le bonheur de me dire que j'allais passer plus de temps que je n'en avais jamais passé en mer. Et en me disant, t'es suffisamment intelligent pour mettre le curseur là où il faut et pour savoir, le cas échéant, quand ce sera trop difficile, réduire la toile, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Alors juste avant, quand même, décidément, on parle beaucoup d'elle, mais quand même, Madame Amédéo, quand tu lui dis que tu vas faire le Vendée Globe, elle dit quoi? Ah, alors en fait, je lui ai pas dit. Je lui ai écrit.
sais, je suis un homme de lettres, j'ai fait des études de lettres, j'ai été journaliste, donc la plume est plus habile que l'art oratoire. D'accord. Et du coup, elle était en congé maternité suite à la naissance de notre 3e enfant, qu'elle allaitait à ce moment-là. Et un matin, elle avait donc notre 3e enfant posé sur son sein dans le lit. Et là, je pars au Figaro avec la tenue de journaliste, hein, donc c'est jean, basket, petite veste, tu vois. Et je sors une enveloppe de ma poche et je lui dis, je t'ai écrit quelque chose, il faut qu'on se parle. Et là, elle me regarde, elle dit, ça y est, il demande le divorce. Et elle me dit, qu'est-ce que tu me fais peur. J'ai dit, tu lis, on en parle ce soir. Et je me casse. Et je suis parti bosser au Figaro. Et le soir, je reviens. Et elle me dit, donc en fait, dans cette lettre, bon, c'est toi, ton sac n'est pas non, fait, les armoires sont encore pleines. Il y a pas mes fringues dans la rue, voilà. Et je rentre le soir. Et donc dans cette lettre, je vais pas en dévoiler le contenu parce que c'était quand même très personnel. Mais je me rappelle lui expliquer en fait pourquoi ce Vendée Globe, hein, et au-delà de la pure logique sportive, l'enchaînement Route du Rhum, etc. Pourquoi c'est important pour moi d'y aller, quoi. Et je lui dis, je veux pas ta permission, je veux que tu me suives, quoi. Et ton soutien, c'est ça. Je crois que c'est exactement ce que j'avais dit. Et je te demande pas la permission, mais je veux ton soutien. Et ça terminait comme ça. Et le soir, je rentre, elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, vas-y, quoi. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc je suis parti sur le Vendée Globe. Je crois que on va pas rentrer dans le détail parce que j'ai mis 103 jours, j'ai mis le temps. En fait, c'est un projet qui est très réussi parce que j'ai terminé ma course. Terminer un Vendée Globe, c'est une victoire en soi. Après, c'est évident que mettre 103 jours avec un bateau de génération 2008, la performance sportive est loin d'être notable. C'est tout à fait, on va dire, lambda. Par contre, j'ai pas cassé et j'ai terminé le Vendée. Donc j'ai eu l'intelligence de naviguer à mon niveau, de pas me faire peur. J'ai pas eu peur une seule fois, sauf peut-être juste avant le Horn quand je prends 55 nœuds. Mais j'ai pas eu peur une seule fois, et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à être sur l'eau. Et ça a été après, il y a eu tous les jours des moments difficiles, hein, j'ai pleuré, etc. Mais j'ai pris un immense plaisir. Et même si on peut dire que avec ce bateau-là il fallait mettre 90 jours, j'ai mis 103, mais je suis allé au bout de mes objectifs avec des partenaires contents, à qui j'ai offert la remontée du Chenal un samedi matin de vacances scolaires sous le grand soleil. Et ça n'a pas de prix, et ça a été les conditions d'imaginer la suite. Donc voilà, c'est un projet qui. Alors, j'ai peut-être un peu vite. Tu vas peut-être un peu vite quand même, parce que pour le coup, 103 jours en 1 minute 30, ça fait un petit peu court. Ce qui se passe sur ce Vendée Globe, c'est conforme à ce que tu imagines? Oui, en fait, oui, c'est assez conforme parce qu'on m'avait prévenu. C'est-à-dire que Michel Desjoyaux, qui était venu naviguer, m'avait dit, tu vas voir, c'est une emmerde par jour. Là, je pars sur le Vendée. Je descends l'Atlantique. Là, je fais un début de Vendée qui était plutôt honorable, hein. J'étais dans un bon paquet. Je pense que j'ai plutôt surpris les gens, je pense, à ce moment-là de la course. Et là, je cassais rien, tout se passait bien. J'étais physiquement, ça allait à peu près. À part le poteau noir, j'ai trouvé vraiment dur en solo quand il faut changer 5 fois de voile dans la nuit. Ça, j'ai trouvé ça dur. Mais sinon, j'étais vraiment super à l'aise, tout se passait bien. Et là, je me dis, ouais, Michel, une emmerde par jour, pas avec moi, quoi. Et par contre, là, j'arrive dans les mers du Sud. Première dépression, là ça commence à devenir fort. Je roule mon Génac, je mets la MDTK, donc c'est un petit Génac un tout petit Génac de 90 mètres carrés. Michel Desjoyaux Trinquette. Et donc je mets ma MDTK, premier front, tac, 40 nœuds, et là je pète un outrigger, j'explose tout, la MDTK passe à l'eau, enfin bon bref, le bordel quoi. Et là, je me dis, ah ouais, c'est ça les mers du Sud. Eh ben, on va calmer le jeu. Donc là, je rentre mon truc, etc. 2 heures après, il y a Kojiro Shirashi qui était juste devant moi ou juste à côté de moi qui démate. Et 3 heures après, il y a Conrad Coleman qui avait un problème électrique à bord et qui avait un début d'incendie. Et donc, j'ai la direction de course qui m'appelle en me disant, mets-toi en stand-by, faut peut-être que tu retournes, il était juste derrière moi. Enfin, 20 000 derrière, faut peut-être que tu ailles sur zone voir, quoi, parce qu'on n'a plus de contact avec lui. Et là, c'était le début, quoi. Et là, je me donc pris à froid, tout ça dans la même journée. Là, je me dis, ah ouais, en fait, c'est ça les mers du Sud. Ça va pas le faire comme ça. Et après l'Indien, j'ai trouvé ça très dur parce que ça t'a bloqué presque. Ouais, ça m'a refroidi, quoi. Ça m'a refroidi, ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça va être d'accord, ok. Et donc, et puis après l'Indien, j'ai trouvé ça dur, ouais, parce il y a eu pas mal de fronts, ça a pas mal enchaîné. On avait un front toutes les 48 heures. Et là, ça montait à 45, 48 nœuds. Donc à la fin, après, derrière chaque front, j'étais un peu comme un boxeur, tu vois, un peu groggy. Alors derrière le front, la méthode c'est très clair. Hein, il y avait 20 nœuds, il fallait renvoyer un Génac, mais je venais de me prendre plus de 45 nœuds, j'étais défoncé, donc je renvoyais pas le Génac tout de suite. Et donc peu à peu, en fait, ma course a vraiment baissé en intensité et je suis passé vraiment en mode aventure. C'est-à-dire l'idée, c'était d'aller chercher le Horn. Et de passer et puis là c'est le moment où ça commençait à abandonner dans tous les sens. Il y avait eu les abandons un peu avant des premiers donc Morgan Lagravière, Vincent Rio, etc. Ensuite il y a eu Quito de Pavan, c'était un peu plus tard tout ça, mais bon ça commençait à pas mal abandonner. Ça a commencé à pas mal abandonner, donc ça a pas mal
ça a pas mal défriché au niveau du classement quand même. Moi, je me sentais bien sur mon bateau, mais bon, je sentais que c'était quand même bien tendu. Donc je me suis dit bon bah voilà, on est là pour terminer, point barre quoi. Et donc voilà, la course un peu à ce moment-là, et je me suis réveillé après le horn de nouveau. Et tu disais que tu as pris beaucoup de plaisir. Et où se trouve le plaisir dans la description que tu fais? Bah alors, c'est les paysages, c'est les lumières, c'est les ambiances. Plaisir, déjà, il n'y a pas le plaisir de la course, il n'y a pas le plaisir de la compétition qui alors, beaucoup de gens, mais du coup, oui et non, où est-ce qu'il réside chez toi? Oui et non, parce que il y avait une course dans la course. Bah ouais, voilà, il y avait Arnaud Boissière qui était pas loin, soit juste devant, dans les mers du Sud, il était devant et puis je l'avais repassé à la fin. Bref, peu importe, mais on était j'étais avec Arnaud Boissière. J'avais déchiré ma grand voile, donc il y avait tout un groupe avec Alain Roura et consort qui était revenu de très loin derrière et qui m'était passé devant. Il y a Eric Bellion qui avait fait un début de course un peu bizarre et qui tout d'un coup s'est réveillé dans les mers du Sud. Donc il se passait plein de choses hein. Et donc il y avait toujours quelqu'un à 100, 150 000 de moi. Donc non, il y avait quand même une petite course dans la course, mais elle n'avait pas un grand enjeu, hein, je t'avoue. Donc et c'est ça qui génère le plaisir? Non, du tout. Non, du tout. C'était ma question. Oui, pardon. Parce que ça n'a aucune importance en fait. Moi je me disais, je suis 10e, je suis 11e, je suis 9e, ça n'avait aucune importance. Le plaisir, je pense qu'il est il est cérébral, parce que physiquement c'est difficile, il fait froid, tu te fais mouiller. Le plaisir, il est de se dire, moi je regardais la carto, j'étais fasciné en fait de voir sur Adrena mon bateau là où il était et de me dire que j'étais dessus. Et c'est de se dire, je suis là, au milieu de l'Indien, au milieu du Pacifique, loin de tout. Tu ressens quand même cet éloignement. Enfin, c'est psychologique, hein, parce que quand t'es à 20 000 des côtes, tu les vois plus. T'es au large, tu vois. Mais là, je sais pas, là, tu sens que t'es loin, quoi. Tu sens que t'es loin. Et puis quand tu sors, que tu vois dans ton sillage 3 albatros et 35 oiseaux, c'est quand même complètement dingue. Et moi, j'ai tapé un bord, je suis passé à 30 000 des Kerguelen. C'est psychologiquement, c'est juste dingue. Je passais juste à côté des Kerguelen. Et du coup, comme il y avait une zone d'exclusion donc pour les glaces, comme on avait pas mal de retard sur le groupe de devant, Armel Lecléache et consorts. Enfin, et consorts, c'était surtout et Thomson en fait. Et ben la glace avait un peu bougé depuis leur passage. Et donc, à un moment, je me suis quand même retrouvé avec de la glace dans mon bâbord. Donc, je suis passé sous des glaces. Bon, je veux dire, il y a plein de gens qui l'ont fait, etc. Mais 16 mois avant, j'étais à la rédaction du Figaro, je prenais le métro, tu vois. Donc, psychologiquement, c'était dingue de passer la journée sur mon bateau en me disant, je vais voir des icebergs, je vais voir des icebergs. Finalement, je les ai pas vus. Mais donc, il y a un vrai plaisir à se dire, je suis un peu là où personne ne va et je vis un truc de dingue, quoi. Et ça, c'était très, très excitant. Et quand tu passes le Horn, quand tu sors du Sud, tu sais que t'as envie d'y retourner? Alors, même avant ça, hein, parce que dans le... c'est encore pire. C'est pire. C'est plus grave. Dans le Pacifique Sud, je me rappelle, j'appelle... Parce qu'en fait, à l'époque, j'apprends par, je sais plus comment, que peut-être par Yvon, mon directeur technique, je sais plus, que Keguiner, donc le bateau de Yann Eliès, ex-Safran, est à vendre après le Vendée. Mais que Alain Gauthier est dessus. Donc là, je suis dans les mers du Sud. Je me dis merde, Alain, il est à terre. C'est évident qu'il va me passer devant. Donc là, j'appelle Alain. Donc je suis dans les mers du Sud, dans un anticyclone, je suis un peu dans la pétole, et je l'appelle, il est à son bureau, là il y a un blanc, il hallucine que je l'appelle, surtout que on se connaît mais je l'appelle jamais, et j'écoute, voilà, je suis sur le Vendée, je suis dans les mers du Sud, je suis intéressé par Keguiner, on m'a dit que tu l'étais aussi, bah moi j'ai pas envie de perdre de temps, donc dis-moi, est-ce que tu vas l'acheter ou pas, parce que sinon je me lance dès mon retour. J'étais prêt à faire une offre sur le bateau, je pense pendant la course, en mode chef d'entreprise à sa table à carte, quoi. Et donc Alain me dit, écoute, là c'est quasi fait, donc je dis, bah écoute, ouais, merci pour l'info, voilà. Donc j'étais vraiment déjà, et je crois que j'ai même écrit à Michel, des Joyaux, pour lui demander si SMA serait avant à l'arrivée du Vendée. Même je suis même sûr d'avoir fait. Et il m'avait envoyé un message en me disant, espèce de con, profite de ta course, concentre-toi et tu me recontactes à l'arrivée. Donc j'étais déjà, en fait, j'étais pas dans le match d'après parce que j'étais concentré sur ce que je faisais et je prenais énormément de plaisir et puis je faisais le job, quoi. Hein. Je veux dire, je traversais les mers du Sud, je faisais des contenus, je racontais ma course, etc. Mais d'une certaine manière, j'étais un peu en observation pour y revenir une prochaine fois et être meilleur. Ah oui. Ouais, un petit peu. Round d'observation. On découvre. Et là aussi, il y a un beau déclic, c'est pendant tout le... Oh, je vais te raconter un truc. Hein. Si Jacques Carès m'entend, il va m'engueuler, mais c'est pas grave. Pendant toute la course, en fait, à chaque fois qu'il y avait une dep un peu avec plus de 50 nœuds, je faisais du nord, je laissais passer le gros de la dépression dans mon sud, et ensuite je reprenais ma route. Ça fait perdre beaucoup de milles. Hein. Et en fait, en arrivant sur le juste avant le Horn, là, il y a 55 nœuds. Et là, il y a plus moyen de faire du nord parce que si je fais du nord, je vais me prendre la cordillère, quoi. Ouais. Et du coup, là, j'appelle mon boat captain, Julien, et je lui dis, j'hésite là à ralentir. Je vais peut-être ralentir là parce que je laisse passer la dep. Je suis plus à 24 heures près pour passer le Horn. De toute façon, maintenant, enfin, tu vois, j'étais plus du tout dans un esprit de course. Je dis, je pense que je vais laisser passer la dep, donc vous inquiétez pas. Là, je vais ralentir pendant la nuit.
je vais me mettre GV seul, je laisse passer le gros du vent et puis après je m'enquille mon horn. Et en fait, pour la petite histoire, Julien est le voisin de Sébastien Josse et ils étaient à l'apéro. Et ils avaient un peu bu peut-être, je sais pas. Et là, il me dit attends, je te passe Seb. Et là, donc Seb qui avait abandonné Sébastien au moment de passer en Australie. Était rentré en France et donc prenait l'apéro et dit ah Fab mais non ça passe le Cap Horn c'est pour les ménagères, t'as fait le Cap Finistère, c'est bien pire le Cap Finistère, vas-y quoi. Et donc la conversation se termine là-dessus. Je pense pas avoir bénéficié d'assistance après où commence l'assistance, où s'arrête-t-elle, je ne sais pas, mais je me dis bon, si Seb dit que ça passe quoi. Et donc j'y vais quoi. Et parce qu'il y avait 39 fichiers, tu vois, 30-35 de fichiers, et en fait ça monte à 55. Et là il y avait vraiment une mer, j'ai vu des mers sales, mais là c'était vraiment une mer épouvantable. Quand ça arrive au niveau du Chili, avec le plateau continental, le goulet d'étranglement, avec l'Antarctique d'un côté, la cordillère des Andes de l'autre, ça canalise en plus le vent. Là c'était quand même vraiment moche. Et du coup, je me rappelle, le lendemain j'appelle Julien, qui était plus avec Sébastien Josse, et je lui dis qui avait des cuvées, je lui dis bon j'ai 55 nœuds, et là il y a un blanc, il fait oh merde. Et donc je me suis pris mes 55 nœuds. Mais alors ce qui est top, c'est que ça s'est bien passé. Bon, j'étais un peu tendu, hein. C'est quand même un moment un peu difficile. Ça peut se comprendre. Puis il y a aussi le fait de renouer avec la terre. Psychologiquement, t'as peur d'aller te planter sur les cailloux. Pourtant, elle était encore à quelques dizaines de milles, tu vois. Mais il y a toujours quand tu viens du large, t'as toujours cette petite angoisse de de renouer avec la terre, éventuellement le trafic maritime, etc. Donc j'étais quand même assez tendu. Et donc ça s'est super bien passé. Le soir, le vent molli, j'ai un coucher de soleil magnifique sur le Horn. Enfin, un moment absolument incroyable. Et là, je me dis, mais en fait, t'as navigué comme tu le sentais, c'est très bien, t'as laissé passer les dépressions dans le sud, mais voilà, la prochaine fois, t'y vas parce que t'es capable. Et donc en fait, là, je me rappelle très bien, le lendemain ou le surlendemain du passage du Horn, je regarde mon sillage en me disant je suis en train de sortir des mers du Sud. J'ai passé 38 jours à essayer d'en sortir le plus rapidement possible en me disant il faut sortir de ce merdier. Et là, je suis en train d'en sortir et j'ai déjà envie d'y retourner. C'est quand même fou, hein. Et je me dis je vais y retourner en 2020. Et cette fois-ci, l'idée ce sera d'y aller en mode compétition et voilà, il y a du vent quoi, et de pas renoncer face au combat avec les éléments. Donc déjà à ce moment-là, je me projetais complètement dans le Vendée Globe 2020. Ah oui, donc même pas traditionnellement, c'est dans la montée de l'Atlantique où beaucoup de projets, parce qu'il y a le temps est long, il se passe plus grand chose. Sur la montée de l'Atlantique. Les projets se décantent, mais toi c'est déjà dans les mers du Sud. Toi ça s'est infusé dès les mers du Sud. Quoi. Exactement, ouais. Et donc du coup pendant la remontée, tu le prépares comment Non, pendant la remontée, pendant la remontée, déjà j'avais plus de nourriture, donc c'était quand même assez pénible. J'étais à 1500 calories d'apport journalier, alors qu'il faut minimum 3005 à peu près. Donc j'étais quand même très affaibli. Donc non, j'y pensais, mais là j'ai pas travaillé outre mesure sur mon projet Vendée Globe 2020. J'ai terminé mon Vendée Globe 2016. Et par contre, à 3 jours de l'arrivée, je me suis dit merde, les journalistes, ils vont me demander sur le podium si je veux faire le Vendée Globe 2020. Je peux pas annoncer à Charlotte, donc ma femme devant tout le monde. Ah, tu m'enlèves la question de la bouche. Bah oui, donc là je me dis je lui fais un mail. Donc là je lui fais de nouveau un énorme mail où je lui raconte mon Vendée Globe, ce que j'ai vécu, pourquoi il faut que j'y retourne en 2020. Donc je lui envoie le mail. Et le lendemain, donc je l'appelle, parce qu'on s'appelait une fois tous les jours, une fois tous les 2 jours, 3 petites minutes, juste pour ça c'est un peu dans notre deal. Hein, elle a besoin de m'entendre, et puis moi aussi ça me fait du bien hein, de savoir qu'à la maison tout est sous contrôle en fait, que les filles sont heureuses, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème majeur. Et du coup donc je l'appelle. Hein, je me rappelle, c'était un matin, elle allait au boulot. Et donc elle avait reçu le mail la veille, tu vois. Et elle décroche, elle me dit même pas allô, elle fait espèce d'enfoiré, tu m'as refait le coup de la lettre. Et puis du coup, voilà, un chemin par 2020 quoi. Bon, on fera un podcast avec Madame. À l'occasion. Avec Madame Médo quand même. Elle aime pas trop les médias. Ouais, mais bon, là, il y a pas d'image. Son témoignage sera intéressant quand même. C'est vrai. Et du coup, comment se passe l'après Vendée Globe ? Parce qu'on connaît les professionnels qui enchaînent, qui vont faire la solitaire quelques mois après. On connaît ce métier qui consiste à bouffer du mille tout le temps, quoi. Mais toi, t'es un néo-professionnel quand même. En Vendée Globe, c'est pas anodin. Non. Et tu reviens ici à Levallois. Tu prends le métro. Le retour à Levallois. Il y a quand même pas beaucoup de gens dans le métro qui croient des gens qui viennent de faire le Vendée Globe. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et donc du coup, comment se passe ce retour ? En fait, c'était un peu dur. Hein. C'est vrai que retrouver le bruit de la grande ville, c'était assez dur. Hein. C'était un choc. Surtout que comme je suis arrivé sur la fin des vacances de février, les enfants reprenant l'école tout de suite, et puis il y avait des sollicitations médiatiques sur Paris. Je me rappelle, j'ai franchi la ligne d'arrivée le samedi matin. Le mercredi, j'étais à Paris. Donc le sas de décompression a quand même été assez court. J'ai passé 48 heures au sable dans un joli hôtel en famille, et puis hop, je suis rentré. Et donc c'est vrai que ça a été assez difficile. Après, je pense que j'ai un peu pris le problème à l'envers.
Et en même temps, il fallait le prendre comme ça, je pense. C'est-à-dire que je m'étais dit, après un truc comme ça, il y a obligatoirement une phase de baby blues. Un peu comme, je me rappelle sur un Rome, je crois que c'était le Rome 2010. J'avais fait 15 jours de, pas déprime, mais tu vois, une petite déprime. J'étais plus très bien dans mes baskets, je savais plus trop ce que je voulais faire dans la vie. Et là, je me suis dit, après un Vendée Globe, tu vas te faire un énorme blues. Ça doit être le cas de tout le monde. Il y a tellement d'intensité médiatique, personnelle, enfin, tout, c'est un truc de fou, quoi. T'es dans un tunnel, dans une seringue, là, tout d'un coup, pouf, tout est fini. Et donc là, je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est tout de suite se remettre en selle. Donc j'arrive du Vendée Globe et direct je me remets en selle, faire signer les partenaires pour 2020. Et c'est là que je me commence à essayer d'acheter à l'époque No Way Back. Donc je me mets au boulot à fond. Et donc j'ai bossé comme un malade. Et donc je pense que ça m'a aidé à passer les 6 premiers mois après le Vendée. Mais du coup, j'ai réussi à acheter mon bateau. Alors, on rappelle juste le contexte, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y avait une euphorie totale sur le marché de l'IMOCA. Oui, les bateaux tous les bateaux partaient comme des petits pains. Ouais. Et donc moi je me positionne sur No Way Back. Au début il y avait Damien Séguin dessus, on va peut-être pas rappeler l'histoire parce qu'elle est un peu triste et puis bon voilà, ça c'est voilà, pas fait. Damien n'a pas réussi à racheter le No Way Back. Et au final c'est moi qui ai réussi à acheter le bateau. Je fais la Jacques Vabre sur Gitana Haiti avec No Way Back dans le hangar et ensuite Romain Athanasiou me rachète Gitana Haiti et je démarre sur l'ex No Way Back devenu New Rest arrêt fenêtre. Et c'est vrai que je pense que c'est là en fait que ça faisait pratiquement un an que le Vendée Globe était terminé, mais c'est là que je me suis un peu effondré. C'est-à-dire que moi j'étais crevé quoi. Ouais, c'est venu après. Ouais. En fait, la dépression postpartum est arrivée. Exactement, c'est exactement ça. Un an après. Ouais. À l'époque, je me disais, oh là, je me suis fait mon Vendée Globe sur l'eau. Maintenant, je me fais mon Vendée Globe d'entrepreneur parce que l'achat de ce bateau, ça a été un truc de fou. Il valait quand même 3,2 millions. Hein. C'est beaucoup d'argent avec ma petite SAS au capital de 1 euro. Ça faisait beaucoup sur les épaules. Et donc, il a fallu convaincre les banques, les partenaires, en trouver d'autres. Enfin, ça a été un travail. Je crois que j'ai rarement autant travaillé de ma vie. Et du coup, cette intensité m'a fait tenir. Je me suis pas trop posé les questions d'après-Vendée, se reposer, se recentrer sur la famille, sur soi-même, etc., faire le point. Et du coup, c'est vrai que début 2018, je pense psychologiquement, je me suis un peu écroulé. Mais du coup, l'année 2018 a été une année 2018 a été une année un peu difficile. Et là, je repars. Là, je sens que alors les proches l'ont un peu senti, mes partenaires l'ont pas forcément senti. L'année 2018 a été un peu une année difficile et j'ai renaquis. J'ai senti que je renaissais. Tu as fait un rebirth. Je cherchais le verbe. Je suis reparti. Je suis reparti sur la Bermude 1000. Qui faisait 2000 milles cette année et où là j'ai senti un immense plaisir parce que la route du Rhum de 2018 a été un peu en demi-teinte pour moi. En fait j'ai eu 3 jours de course et puis après ça a été du convoyage sous J1 sans bout dehors. Tu casses ton bout dehors et tu décides quand même de... Ouais, je décide de continuer. Donc je termine 12e sur 20, ce qui est pas du tout infamant, mais très 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 loin de tout le monde, en faisant en traversant l'Atlantique à 12 nœuds, ce qui est un peu infamant sur un bateau comme ça, mais avec juste un J1 c'était un peu normal. Donc c'est une course qui a été un peu frustrante pour moi. Et donc c'est vraiment sur la Bermude 1000 où là j'ai repris énormément de plaisir. Pourtant j'ai eu plein de galères parce que le bateau était pas prêt. Mais j'ai repris énormément de plaisir à être sur l'eau. J'ai senti que je franchissais un palier sur l'IMOCA par rapport là où je pouvais mettre le curseur. Et là je me sens de nouveau très très bien avec une vraie envie quoi. D'accord. Il y a quelque chose qui transparaît dans toute l'histoire que tu racontes depuis le début et dont on n'a pas parlé de manière concrète. Enfin, si, on en a parlé un petit peu, mais je voudrais te poser une question autour de ça précisément. C'est une vie d'entrepreneur que tu mènes aussi, la vie de Marc. Aujourd'hui, c'est presque un cliché pour les gens qui connaissent pas très très bien. Mais pour les gens qui connaissent un petit peu. Mais il faut négocier avec les banques, trouver de l'argent, s'engager, prendre des risques financiers, alors qu'on a la charge de famille et des crédits, comme tout le monde. C'est un aspect qui t'intéresse c'est une facette du métier qui t'intéresse. Ouais. Moi, je t'ai dit. Moi, je le sais parce qu'on a déjà beaucoup discuté tous les deux, mais j'ai envie que tu nous racontes un petit peu ça justement. Depuis le début de notre conversation, je te dis que je suis un amoureux de l'océan. Il n'empêche que si mon métier aujourd'hui se limitait à naviguer, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté parce qu'intellectuellement, ça me suffit pas et que je tournerais en rond. Et en fait, j'ai besoin de ce grand écart qui est aujourd'hui la vie de skipper. Entre la navigation et le sport d'un côté et le chef d'entreprise de l'autre, avec au milieu tout le reste, c'est-à-dire être capable en gros de réparer un moteur ou de réparer telle pièce cassée sur le bateau, être capable de se réparer soi-même, donc il faut faire des formations médicales, monter un plan de com, faire un dossier, démarcher des boîtes, intervenir en entreprise, faire des conférences, écrire, raconter,
tout ça. Enfin, c'est très très riche. Je pense pas il y a beaucoup de métiers très riches, mais il y en a pas forcément énormément aussi riches finalement. On fait autant de choses différentes. On fait beaucoup de choses complètement différentes. Ça va du métier de journaliste finalement que j'étais avant à celui de marin, en passant par celui de mécanicien. Enfin, il y a plein de métiers dans le métier. Et s'il y avait pas tout ça, aujourd'hui, je serais pas là face à toi parce que ça m'intéresserait pas. J'aurais un bateau de croisière et j'irais traverser l'Atlantique en famille peut-être, tu vois. Mais donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vraie passion pour ce métier. Sur la partie entrepreneuriale, aujourd'hui, un projet comme le tien, ça représente quoi comme budget annuel sans rentrer dans les détails? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses rentrer comme chiffre d'affaires pour que ça tourne? Très transparent. Mon budget annuel, c'est 1,6 million hors taxe. Et grosso modo, donc mon bateau s'appelle Nurest Arrêt Fenêtre. Donc j'ai 2 partenaires titres qui ont le co-naming du bateau. Et ensuite, d'autres partenaires qui sont des partenaires dits de rang 2 et de rang 3. Donc après, il y a des contreparties avec des niveaux de visibilité et de contreparties différents. Et grosso modo, schématiquement, c'est les 3 tiers. C'est-à-dire Nurest, 1 tiers du budget, Arrêt Fenêtre, 1 tiers du budget, et les autres partenaires, 1 tiers du budget. Voilà, grosso modo. À 5% près, c'est à peu près ça. D'accord. Et tu cherches tout le temps, en fait? Oui. Parce qu'on a vu que Géodis a été complété par Nurest, puis Géodis est parti, Nurest, il y a eu Matmut, puis Matmut est parti, a été remplacé par Arrêt Fenêtre. En fait, une sorte de roulement permanent qui fait qu'on cherche tout le temps. C'est quelque chose qu'on sait pas forcément. Et un budget, il est jamais figé, en fait, quand on est entrepreneur. Alors déjà, il y a le fait que le budget n'est jamais figé parce qu'il y a toujours une voile en plus à acheter. Surtout que moi, j'ai pas un gros budget. J'aurais d'entrée de jeu un énorme budget. Il y a quand même un moment où tu as assez d'argent. Mais comme j'ai un petit budget parce que c'est un petit budget pour Animoca Foil, ouais, parce que avec ce gros 1,5 million, je rembourse 450 000 euros par an à la banque, j'ai 180 000 euros d'assurance, donc en fait je suis à 950 de fonctionnement. Ouais. Donc c'est pas beaucoup. Et donc j'ai eu une petite absence, mais j'ai retrouvé mon fil. Je suis toujours en recherche de budget parce que je suis pas riche, quoi, mais c'est surtout parce que je suis toujours en train de préparer la suite. Et qu'en fait alors la faiblesse de mon projet, c'est que c'est un projet multipartenaire, donc c'est énormément de contraintes et énormément de travail, beaucoup de RP notamment, de navigation avec les partenaires, les invités des partenaires, etc. Mais par contre, la force, c'est que j'ai plusieurs partenaires. C'est un peu comme une entreprise qui aura plusieurs clients. Et si j'ai un partenaire qui arrête, j'ai encore 90% de mon budget. Et donc, à Olivier, donc qui travaille avec moi, et moi, de trouver le remplaçant de ce partenaire. Et en plus, les contrats ne sont pas tous alignés les uns sur les autres. Les timings des contrats ne sont pas tous alignés les uns sur les autres. Donc, il y en a qui vont jusqu'au Rhum, d'autres jusqu'au Vendée, d'autres jusqu'à Jacques Vabre, etc., etc. Donc en fait, là, en ce moment, avec Olivier, on prospecte pour la route du Rhum 2022. C'est-à-dire que le Vendée Globe 2020 est garanti budgétairement, mais on prospecte pour la route du Rhum 2022. Et pendant le Vendée Globe... Alors ça, c'est vraiment un truc fascinant. On en a souvent discuté tous les deux et ça m'avait toujours beaucoup frappé. Là, on est dans l'anticipation à 4 ans, à 3 ans maintenant, mais mais alors, les grandes entreprises ont des business plans à 4 ou 5 ans. Pourquoi nos petites entreprises de marins n'en auraient pas? Oui, mais en même temps, leur visibilité à 3 ans, et il y a pas de boîte qui a une vraie visibilité à 3 ans. C'est vrai. Je sais pas. T'arrives à vendre des projets à 3 ans? Oui, parce qu'en fait, on leur dit venez petit sur le Vendée Globe. C'est presque cadeau. Et dès l'arrivée du Vendée Globe, vous passez un cran et là, il y a un vrai engagement financier et on y va. Et du coup, on arrive à accrocher des boîtes, ouais. On arrive à faire rentrer Brioche Pasquier, qui avait le co-naming du bateau sur la Transat Jacques Vabre 2017, juste avant le départ du Vendée, en leur disant, vous venez faire le Vendée gratuitement. Donc, ils ont fait le Vendée pour rien. Vous avez un autocollant sur le bateau. On leur a fait des animations en interne, etc., comme si c'était un partenaire comme les autres, alors qu'ils n'avaient pas mis un centime sur le bateau. Et par contre, à l'arrivée du Vendée, ça c'était contractuel, ils passaient co-naming à la place de Matmut. Et ils seraient jamais venus sur la Jacques Vabre 2017 en co-naming. S'ils n'avaient pas fait le Vendée Globe. S'ils n'avaient pas fait le Vendée Globe. Donc en fait, on trouve des solutions. Ouais. D'accord. Et donc du coup, c'est quoi le planning de Fabrice Amédéo Donc là, je suis en train de prospecter pour le Vendée Globe la route du Rhum 2022. Je m'y perds, tu vois. Tout à l'heure, tu as parlé du Vendée Globe 2024. Hein. Et en fait, l'année prochaine, on commence à chercher pour le Vendée Globe 2024. D'accord. Ouais. Donc, tu n'as pas encore fait le prochain et tu sais déjà que tu fais celui d'après. Je pense que je vais faire celui d'après, ouais. D'accord. Et Madame Amédéo est... D'accord. J'ai pas fait le coup de la lettre, elle a compris. Ça marchera plus, troisième fois, là. Écoute, mon cher Pierre, j'ai 41 ans. Je pense que la bascule, c'est 50. Donc 2024, j'aurai 46, c'est bon. Et ensuite, la vraie question qui va se poser, c'est est-ce que 2028 sera mon dernier Vendée Globe ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je vais aller faire 2028 ou pas? Je sais que je ferai pas 2032. Ça semble lunaire comme conversation. Non, pas du tout. Donc je sais que je ne ferai pas le Vendée Globe 2032, a priori, mais vraiment je le pense. Et puis il y a un moment, je pense qu'il faut aussi savoir laisser la place aux jeunes.
D'ailleurs, on les voit arriver, les jeunes, tu vois. Parce qu'avant, j'étais un peu le petit jeune, 38 ans, qui débarquait, plein de fraîcheur sur le Vendée. Puis là, j'ai 41, et puis je me retourne derrière moi, et puis qui je vois, enfin, quand je dis derrière moi, c'est en termes d'âge, c'est pas, je vois la jeune Clarisse Kramer qui arrive. Et là, tout de suite, tu te sens un peu plus vieux, quoi. Ouais, Sébastien Simon. Sébastien Simon, bien sûr. Là, je parlais plus sur l'aspect communication, mais après, bien sûr, il y a les jeunes champions. Et donc, ça pour dire que je sais que je ne ferai pas 2032, et donc la vraie question sera 2028. Mais j'ai une vraie envie d'aller jusqu'en 2024, de faire 2024, et je pense que la dynamique actuelle de mon projet fait que je peux, sans être trop présomptueux, dire que je ferai 2024. Et alors, du coup, avec quels objectifs sportifs? Tout à l'heure, tu as dit, bon, le premier, rodage, pour découvrir, en repérage. Et donc maintenant, le suivant. Alors là, le prochain Vendée Globe, mon objectif, c'est de faire une belle course, c'est-à-dire d'être dans la course, de continuer à naviguer proprement et vite dans les mers du Sud. Je pense que déjà, si je fais ça avec ma machine, ça fera un joli Vendée Globe. Je pense qu'il y aura pas mal de casses sur ce Vendée Globe 2020, à la différence de 2016 où il y a eu quand même pas mal de bateaux, quelques histoires, mais au final, le ratio était bon parce que historiquement, c'est 50%. Et là, on devait être à 60% de réussite, je crois, sur ce Vendée Globe. En tout cas, on est 29 au départ et 18 à l'arrivée. Je pense que 2020, ça va être un petit peu plus compliqué, qu'il va y avoir plus de casses. Et donc, je me dis, si je termine, ça reste l'objectif prioritaire. Moi, je préfère mettre 105 jours sur mon bateau, c'est-à-dire plus de temps que la dernière fois, mais terminer, plutôt que de jouer une place de 6 ou 7e pendant la moitié de la course, ou 8-9e, enfin bref, un très beau truc, pendant la moitié de la course et m'arrêter en Australie. Là, il n'y a pas photo. Je veux terminer le prochain Vendée Globe. Mais par contre, si je le termine et que j'ai bien navigué, je pense qu'il y a moyen de faire un chouette résultat. J'en suis persuadé. Et du coup, 2024 ? 2024, je pense que j'aurai plus un objectif de timing. C'est-à-dire que nos bateaux sont quand même de très très beaux bateaux. On voit bien là, les bateaux de génération 2020, ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus dingue. Moi, j'ai pas du tout envie d'aller sur un bateau de génération 2020, c'est trop d'argent et j'ai vécu le calvaire de l'achat de No Way Back. C'était tellement fou. Je me suis dit que j'avais un peu atteint mon plafond de verre d'un point de vue économique et entrepreneurial. Et du coup, l'idée, c'est plutôt de mettre des nouveaux foils sur le bateau et de faire un gros refit post-Vendée Globe. Et j'en ai discuté il y a pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours avec Guillaume Verdier qui me dit que mon bateau, avec les mêmes foils que Initiative ou Apivia, ça ira très très vite. Et du coup, l'idée, ça pourrait être essayer de faire le Vendée Globe en 80 jours en 2024, tu vois, si j'ai bien progressé. D'accord. C'est un bel objectif. Ça se fait ? Ça pourrait faire un beau livre, Mon tour du monde en 80 jours. Oui, parce qu'à chaque fois, il y a un livre. Bah, à chaque fois, mais... Souvent. Ou un livre sur la route du Rhum en général, quand tu fais une route du Rhum. Mais là, je me suis calmé sur les livres. Il n'y a pas de livre cette année. Je suis un peu plus focus sur la navigation. Mais du coup, je progresse, c'est bien. Ça veut dire que tu n'as pas d'autres envies que l'IMOCA ? Si, j'ai des envies, des projets qui se montent à côté. Donc, déjà, j'ai 2 projets de livres sur le feu. Ah, nous y voilà. J'ai un projet de livre sur le sommeil qui est quasiment terminé. Et l'idée, c'est de dire que le marin, quand il est en mer... projet, t'as fini d'écrire le livre ? Ouais. D'accord. Quasiment. Enfin, 2 tiers. Il est écrit aux 2 tiers. Donc, il est pas quasi. Et tu fais ça quand, là, par rapport à la là, en fait, c'est un projet que je traîne depuis 1 an et demi. Donc, c'est vraiment à la petite semaine quand j'ai un peu de temps. J'aurais dû le rendre il y a longtemps, ce livre. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est de dire que le dormeur en mer, donc le marin, le skipper en course au large, a un sommeil en conditions extrêmes, dit polyphasique, donc par plusieurs petites siestes, par 24 heures, et que ce sommeil extrême est porteur de leçons pour le sommeil du dormeur lambda. Donc le livre va s'appeler Les portes du sommeil, et l'idée, c'est de raconter ce qu'est le sommeil, d'expliquer comment nous on le pratique en mer, et comment il peut être... on peut donner des conseils aux dormeurs à terre en sommeil monophasique, donc qui dort 8 heures par nuit ou 6 heures par nuit, mais en un seul bloc, pour trouver ses portes du sommeil, donc les bons moments pour aller dormir, les bons moments pour se lever, les bons moments pour faire la sieste, etc. D'accord. Donc un livre que j'écris avec un médecin, Bertrand de la Giclet, qui a formé Jean-Pierre Dick, Laurent Bourgnon, etc., qui est assez connu. Ouais. Et le deuxième ? Le deuxième, c'est un livre beaucoup plus personnel sur mes expériences au large, que je croise avec des textes philosophiques et que j'aimerais publier au départ du prochain Vendée Globe. D'accord. Voilà. Donc je lis et j'écris quand je suis en mer ou je m'enregistre et je vis souvent des choses fortes en mer. J'imagine que je suis pas le seul. Et ça me renvoie à des lectures vers lesquelles je me tourne. Et voilà, ça donne quelque chose que j'espère que tu découvriras dans 1 an et demi. D'accord. Ce sera ton 10e livre. C'est ça. Et sinon, j'ai un autre projet qui lui est vraiment en train de prendre de l'ampleur dans mon esprit. Et Madame a validé, ça c'est important aussi. Ne rien faire sans d'abord en parler à Madame. On l'a bien compris, c'est le fil rouge de ce podcast. C'est la première personne à qui j'en parle, donc d'une certaine manière je l'officialise, mais je vais rester très discret sur comment ça se fait, avec qui, etc. Mais j'ai l'ambition d'aller au pôle Sud en 2022.
En fait, cet hiver, j'ai eu un déclic. Je suis allé au Chili en famille. Et donc j'ai eu un premier déclic, je suis descendu au Cap Horn en famille pour revivre en fait. Je trouvais ça super symboliquement d'amener Charlotte et les enfants sur l'île Horn et qu'elles se rendent compte finalement je suis passé avec mon bateau quoi après 70 jours de course, enfin, je sais plus, ou 80, enfin en gros c'était juste avant l'arrivée de l'Ocléache, donc 74, j'ai dû mettre 68 jours quoi, tu vois, pour passer le Horn. Ça n'a finalement aucune importance. Et je trouvais ça magique de pouvoir les emmener à cet endroit que j'étais allé chercher à la sueur de mon front et qu'on y aille en famille. Et en fait, on était parti de Punta Arenas en bateau et on était descendu jusqu'à l'île Horn. Et je me rappelle un petit peu d'une sorte de quête vers le sud qu'on ressent pas du tout quand on fait le Vendée. J'imagine que c'est même le contraire. Le sud qui est à droite, il doit faire peur. Voilà. Quoi. Alors, quand on fait le Vendée, on voit le Horn et on veut juste aller le chercher. C'est une route ouest-est et basta, quoi. Là, c'était une route vers le sud. Et donc, et ben, je me rappelle m'être dit, waouh, cette quête du sud, c'est fascinant. Je suis arrivé sur le Horn et là, j'ai regardé de l'autre côté et je me suis dit, j'ai envie d'y aller de l'autre côté. Et en fait, une semaine après, on est allé dans le désert d'Atacama. Et là, donc, au nord du Chili, là, ça a été pareil, une immense révélation. Et je me suis dit, tu vis des moments absolument dingues sur ton bateau, un peu animé par, on va dire, c'est pas de la condescendance, tu vois, mais il y a un moment, c'est tellement magique ce qu'on vit sur l'eau qu'on se dit qu'on vit des trucs incroyables et que personne n'aura, on est très peu à avoir cette chance-là et que finalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en fait, je me suis dit, en fait, il y a quand même des trucs de malade à vivre à terre. Et je suis en train de passer un petit peu à côté de ces choses-là. Et je me suis dit, il faut pas passer à côté de ces choses-là. Et donc, cette réflexion, en me disant, il faut vivre des choses à terre, plus cette envie d'aller vers le sud, ça a donné cette envie de pôle sud. Belle synthèse. Très bien. Voilà. Donc, ça m'empêchera pas de continuer mon projet sportif, parce qu'il ne t'a pas échappé. C'est la route du Rhum. Voilà. Et c'est pendant l'été austral, donc c'est l'hiver chez nous, donc c'est le moment où le bateau est en chantier. D'accord, donc c'est au retour du Rhum. Tout à fait. Très bien. Ok, si tu fais des trucs comme ça chaque hiver, au prétexte que le bateau est en chantier, à part les hivers du Vendée Globe, ça va être sport. C'est un beau projet et puis il faut penser à la suite, tu vois. Dans 10 ans, j'aurai 50 ans, comme je te l'ai dit, et je vais pas m'arrêter de faire du bateau un vendredi et le lundi me dire tiens, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et du coup, commencer à élargir un petit peu le spectre de mes activités, pas faire uniquement de la régate, mais aller un petit peu aussi sur le créneau de l'exploration. Je pense que c'est pas mal. Et puis encore une fois. Tout n'est pas stratégie dans la vie. Il y a des envies profondes et là, c'en est une, quoi. D'accord. Alors, on va revenir à un truc beaucoup plus pragmatique. Je suis désolé, Fabrice. Il y a la Transat Jacques Vabre qui part bientôt, dans quelques semaines. Ouais. Quel est ton objectif sur cette Jacques Vabre ? Justement, on a compris ton ambition qui est de monter en niveau sportif. Quelle est ton ambition avec Eric Perron sur cette C'est difficile d'être parce que quand on parle d'ambition, on a envie d'entendre top 5, top 10, top 15 ou je ne sais quoi. Il y a 34 bateaux au départ, des bateaux assez éclectiques. Il va y avoir des machines de guerre de génération 2020, des bateaux de génération 2016 bien conduits, des bateaux de génération 2012-2013 avec des foils qui vont très très bien. Avec la clause d'antériorité, les bateaux sont légers, etc. Ils n'ont pas les mêmes gréements, les mêmes mâts que nous. C'est des bateaux qui vont largement à notre vitesse, voire mieux. Même plutôt mieux dans certaines conditions. Et puis des bateaux à dérive comme nouvellement Banque Populaire. C'est ouais. Le bateau aussi de Damien Séguin avec Yoann Richomme, qui est loin de pas savoir naviguer, n'est-ce pas ? Donc il y a en fait il va se passer plein de choses parce que les bateaux neufs vont pas forcément être prêts. Donc c'est difficile d'avoir un objectif et de se dire on vise une 5e place ou on vise un top 10. Enfin, il y aura je pense des gens très déçus et il y aura des surprises. Donc l'idée c'est peut-être d'être une surprise, mais ça ne s'annonce pas une surprise. Si pour résumer, ton idée, ça serait en tout cas de mettre plus d'intensité. Alors par contre, plus d'impact. Moi, mon objectif, je vais te dire les choses très clairement, c'est de faire une belle Jacques Vabre parce que j'ai des partenaires qui sont derrière moi et on peut pas vivre avec des partenaires pendant 4 ans uniquement en disant il y a le Vendée Globe dans 4 ans. Donc il y a l'objectif de faire une belle Jacques Vabre, d'avoir des partenaires heureux au Havre et éventuellement pour ceux qui viendront au Brésil, heureux au Brésil. Et de leur envoyer, de continuer à faire rêver tous ceux qui me suivent en envoyant des vidéos, en racontant la course. Mais pour moi, l'objectif, il est à 100% orienté vers le Vendée Globe. C'est-à-dire que cette Jacques Vabre n'a de sens que parce qu'il y a un Vendée Globe l'année prochaine. Et donc l'idée, c'est avec Eric de progresser, de tirer sur le bateau, de casser ce qui doit casser, d'améliorer ce qui doit l'être. Et notre collaboration va dans ce sens aujourd'hui. Et de me dire l'année prochaine, si on a navigué à 110% avec Eric, je serai à 90. Et donc a priori, ce qui n'a pas cassé ne doit pas casser. C'est toujours un petit peu plus compliqué que ça, mais sachant que dans une classe où les listes d'attente vont faire couler beaucoup d'encre d'ici le départ du Vendée Globe, toi tu n'es pas concerné parce que tu es sélectionné et qualifié pour le prochain Vendée Globe. Sélectionné parce que j'ai terminé le dernier Vendée Globe et qualifié parce que j'ai terminé une transat en course, en l'occurrence la route du Rhum. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas d'être très inquiet par ce que tu viens d'évoquer, à savoir le fait qu'il y ait 34 ou 36 skippers potentiels pour 30 places au sable.
Et le fait que pour l'instant la SEM Vendée n'ait pas évolué sur le sujet, il reste officiellement uniquement 30 places. Uniquement 30 places. Alors c'est un débat d'actualité. Ce podcast est plutôt fait pour le temps long et être réécoutable en dehors des contingences. Alors on va peut-être s'arrêter là. Non, mais on peut en discuter, mais il faudrait l'expliquer dans les grandes largeurs. On va en savoir beaucoup plus le 1er novembre quand l'ensemble des concurrents qui veulent faire la prochaine année se seront déclarés en ayant sans doute payé 20 000 euros. Donc là, on y verra déjà un petit peu plus clair. Mais en tout cas, effectivement, le fait qu'il n'y ait que 30 places à pourvoir, alors qu'il y a beaucoup plus de candidats aujourd'hui, on verra le 1er novembre, fera couler beaucoup d'encre, mais je vous renvoie vers Tip & Shaft, qui en fera la chronique régulière comme toujours. J'ai encore quelques questions. Je regarde ma bande et les enfants ne sont pas encore rentrés de l'école. C'est le premier jour, c'est la rentrée des classes aujourd'hui, donc... En parlant de sport et de sportivité, tu t'es jamais entraîné dans un centre d'entraînement? Non. T'es basé à la Trinité. T'as eu des petites interventions de coaching individuel momentané, on va dire. Pourquoi c'est un souhait de ta part? C'est le fait que tu justement t'étais en termes de sportivité, c'était pas ton objectif premier jusque-là. Comment t'expliques ce mode de fonctionnement? Bon, en fait, ça s'est fait un peu par hasard. Au début, mes premiers entraînements au Figaro, donc moi c'était les vacances, parce que j'étais journaliste. Donc mes premiers entraînements au Figaro, j'avais Charlotte et mon aînée Joséphine, parce que j'en avais qu'un seul enfant, qui était venu à Lorient. Et là, Charlotte, ça, je faisais vraiment la gueule de passer ses vacances à Lorient. Pardon, je sais que t'es basé là-bas, mais non, mais il y a des endroits très très beaux. Je faisais la gueule, voilà, je te dis les choses. Et 3 mois après, on a passé l'été à la Trinité-sur-Mer, et elle a trouvé ça vachement sympa. Et donc je me suis dit bon, bah écoute, pour que ça se passe bien, dorénavant, mon projet course au large, il sera à la Trinité. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait au départ. Ce qui n'empêche pas d'aller s'entraîner à Lorient. Tout à fait. Ouais, bien sûr. Donc on va dire il y a quand même, mais bon, déjà ça oriente le projet vers une implantation géographique à la Trinité, qui s'est révélée très pertinente par la suite pour toutes les RP, parce que il y a un super réceptif à la Trinité. Après, sur toute la partie logistique, etc., la Trinité, c'est pas au niveau, parce que le port n'a pas la configuration de la base des sous-marins, et donc on met le bateau l'hiver à Lorient pour le chantier d'hiver, etc. Donc ça, déjà, ça répond en partie à la question. Ensuite, sur la partie entraînement, moi, pendant très longtemps, déjà en classe 40, j'avais pas besoin de faire de speed test parce que j'étais pas là-dedans. Et déjà, faire du speed en 30 nœuds en solo et pouvoir aller dormir 20 minutes, c'était un challenge suffisamment important. À quoi bon aller m'entraîner dans 10-15 nœuds de vent ou même dans 30, mais en tout cas, aller faire des speed tests en baie de Lorient pour essayer de gratter 0,2 nœuds. L'enjeu n'était pas là pour moi. C'était vraiment un enjeu de dominer ma machine, finalement, et d'apprendre à dominer ma machine. Et donc, j'ai plus misé sur aller faire du large dans mon coin et aller prendre du vent fort. Et d'ailleurs, les résultats plutôt honorables en classe 40 montrent que c'était pas forcément une mauvaise stratégie. Ensuite, quand j'ai démarré en IMOCA, c'est évident qu'aller faire des speed tests n'avait aucun intérêt. Parce que déjà, quand il y avait un 20 nœuds de vent, je passais petit Génac. Donc, si tu veux, enfin, à quoi bon aller faire des speed tests, tu vois? Donc, j'étais très en deçà du potentiel du bateau. Donc, le seul intérêt qu'il y avait, c'était bouffer du mille en solo, faire des transats, fiabiliser le bateau et prendre confiance en ma machine et apprendre à réparer ce qui allait casser. Parce que ça aussi, c'était un dossier. Moi, à la base, construire un meuble Ikea, je suis déjà en bout de compétences, tu vois. Donc, finalement, la question de se confronter aux autres ne s'est pas posée. Et là, par contre, c'est vrai que j'ai quand même pas mal progressé. Et là, elle commence à se poser. Avec Éric Perron, comme on fait la Jacques Vabre ensemble cette année, on a imaginé un moment qu'on pouvait peut-être rentrer à Port-la-Forêt, mais on m'a clairement fait savoir que c'était pas jouable. Et donc du coup, j'échange pas mal avec Lorient, où Karine Fauconnier a pris la direction de Lorient Grand Large et a une volonté de pas mal développer un pôle. Et donc c'est évident que ça va, pour moi, ça va passer par cette case-là. Et là, je crois que vous faites des entraînements avec Giancarlo. Vous avez dit il y a 2 bateaux. On s'entraîne avec Giancarlo et l'idée, c'est que Yannick Bestaven et Roland Jourdain nous rejoignent aussi fin septembre, début octobre après l'Azimut et qu'on se fasse 2-3, on appelle ça des stages, parce qu'on copie un peu Port-Laf, mais c'est pas vraiment des stages, mais en tout cas 2-3 séquences de plusieurs jours d'entraînement. Le fait de naviguer à 3 bateaux, vous allez faire quoi? Vous allez vous organiser avec un coach? On va sans doute prendre un coach et on va se faire soit des speed tests à la journée, soit des sorties plus au large pour se confronter. Il y a pas mal de choses à travailler sur ces bateaux. Ah oui, il y a beaucoup de choses à travailler. Par exemple, tu mets ton Génaker, l'autre garde le spi, tu vois à quel moment, ça s'appelle le crossover des voiles, à quel moment ça devient plus rapide d'avoir telle voile versus telle autre. Un peu de drake, l'autre pas beaucoup de drake, voilà. etc. Et ainsi de suite. Il y a moyen de se bien arracher les cheveux de la tête. Et du coup, j'ai oublié la question que je voulais te poser. Donc on s'entraînera à 3 bateaux en tout cas. Voilà. Et c'est plutôt intéressant parce que c'est 3 bateaux de la même génération. Maître Coq, c'est l'ex Safran. Prismian, c'est l'ex Saint-Michel Virbac. Donc c'est 3 bateaux de génération 2016, première génération de foiler.
Et donc des bateaux assez proches. Et de ce que j'entends par rapport au premier stage, au stage de Port-la-Forêt, je pense que ça va me faire... Je sais que cette émission on a vocation à être intemporelle, donc je vais essayer d'aller vers quelque chose de plus intemporel. Non, mais on peut en parler quand même, t'inquiète pas. De ce que j'entends des premiers stages, à mon avis, ça va ne faire qu'aller crescendo, c'est que maintenant il y a vraiment 2 flottes avec 2 briefs, les bateaux à dérive et les nouveaux foilers qui vont vraiment beaucoup plus vite. Et donc finalement, on a quasiment plus intérêt à être entre nous, bateaux de génération 2016, très proches en performance, plutôt que dans une flotte plus hétérogène. Il y a des marchés qui vont s'établir. Quiberon, foil 2016, Port-la-Forêt, foil 2020, bateau à dérive ailleurs, etc. Ma question tout à l'heure que j'avais oublié qui m'est revenue, elle était sur Éric Perron, un petit peu comme Armel aussi, fidélité à un équipier qui revient régulièrement sur le bateau. Bah oui, en fait, avec Eric, on s'est fait la Jacques Vabre 2015, Monaco Globe Series 2018 et donc Jacques Vabre 2019. En fait, l'expérience humaine avec Armel a été tellement top, Armel Tripon a été tellement top que je m'étais dit que ça allait être compliqué derrière de retrouver quelqu'un avec qui m'entendre. Et sur la Jacques Vabre 2015 avec Eric, c'est compliqué quand même parce que je venais de quitter la rédaction du Figaro. On est début juillet, on est à 4 mois de la Jacques Vabre. Enfin, tout est de la Jacques Vabre, c'est ça. Donc tout est allé très très vite. Donc on n'a vraiment pas eu le temps de se connaître. Donc on va dire qu'on est parti sur l'eau en étant copains mais sans plus. Mais pas parce qu'il y avait une réticence, mais juste parce qu'on n'avait pas eu le temps d'apprendre à se connaître. Et on est arrivé à Salvador non, c'était Itajaï à l'époque. On est arrivé à Itajaï, franchement copains. Et je me suis dit, bon, on part mi-figue, mi-raisin, faute d'avoir pris le temps, et on arrive franchement copains, c'est qu'il y a du potentiel. Et c'est vrai que moi, le contrat était rempli, on avait fait une belle Jacques Vabre, il y a eu plein d'abandons, on termine 8e sur 9 à l'arrivée et 22 au départ, je crois, à la louche. Donc le contrat était largement rempli, mais même s'il y a toujours cette idée d'apprendre avec des objectifs qu'il faut remplir, l'humain est très important. Enfin, je veux dire... Moi, j'ai pas fait tout ce que j'ai fait et arrêté tout ce que j'avais avant pour, entre guillemets, m'emmerder sur l'eau avec des gens qui m'embêtent. On oublie, souvent, c'est pas que la course. Il y a 10 jours à vivre avec le gars à terre avant. Il y a des stages d'entraînement, beaucoup de navigation, de préparation. Et je pense que c'est assez rare de faire un bon résultat avec un binôme avec qui ça se passe très mal humainement. Ça a dû arriver, hein, mais ça doit arriver. Je vois, tu te marres, tu dois en savoir plus que moi. Parce qu'il faudrait que je cherche un peu, mais je pense qu'il y a quelques histoires. C'est évident qu'il y a quelques. Il y a quand même beaucoup de courses en double. Donc il y a des courses en double qui sont très mal passées avec des vainqueurs qui font la tête, etc. Mais grosso modo, quand même, en général, la complicité ça aide et prendre du plaisir ensemble aussi. C'est un peu ambigu ce que je viens de dire. Prendre du plaisir à deux dans le même sens. Voilà. Faut vraiment qu'on fasse un podcast avec Madame Amédéo, hein. Et du coup, voilà, je suis arrivé en me disant, Eric, super candidat pour continuer, quoi. Il est intéressant, Eric, parce que il est à la fois très académique dans son parcours. Il a fait de la voile olympique, de la voile légère, du Figaro. Il a fait une très belle solitaire du Figaro 2019. Avec une victoire d'étape. Il a fait Port-la-Forêt. Donc il est très académique dans son parcours. Et en même temps, il est un peu atypique parce qu'il communique beaucoup. Il aime bien faire le con, faire des vidéos un peu décalées, etc. Il est assez entrepreneur dans l'âme quand même. À la différence de pas mal de marins qui n'ont pas tous pris forcément le tournant. Des marins de Port-Lave, j'entends. Et donc en fait, du coup, ça matche bien entre nous parce que moi, je sais très bien où s'arrêtent mes compétences et où commencent les siennes sur le bateau. Et lui, il respecte complètement mon parcours et mon engagement entrepreneurial et ma volonté de progresser. Donc au final, c'est très bien qu'on va pas gagner la Jacques Vabre, sauf si tout le monde casse, mais a priori on va pas la gagner la Jacques Vabre. Mais il est content de la faire, c'est un super bateau et il y a un vrai projet. Moi, je pose des questions tout le temps. Il a une idée, moi je dis tout le temps oui. Donc l'équipe derrière, il dit on pourrait peut-être essayer de faire telle chose à la place de telle autre sur le bateau. Moi je lui fais confiance, il est là pour ça. Je dis oui. Donc lui ça lui permet aussi de tester des choses et peut-être dans la perspective de ses projets futurs. Donc il y a quand même une belle harmonie dans notre binôme. Bon, parfait. Parfait. Il y a plus qu'à. Fabrice, merci beaucoup pour cette longue conversation. J'ai trouvé quelqu'un qui parlait presque plus vite que moi. Je suis assez content. Ça court pas les rues, mais. Merci Pierre. Je pensais qu'en une demi-heure ce serait fait, mais en fait. 1h32, 16. Ouais. Je suis assez bavard en fait. Voilà, non mais en plus il est 16h09. L'école va bientôt se terminer. Les filles Amadeo vont débarquer en nombre, donc on va libérer le salon où on est installé. Merci beaucoup. On va te souhaiter une bonne continuation pour la prochaine Jacques Vabre et donc pour le Vendée Globe 2020, le Vendée Globe 2024 et donc peut-être le Vendée Globe 2028. Merci Fabrice, à bientôt. Et puis pour les auditeurs de ce podcast, on se retrouve dans un mois. Je ne sais pas encore avec qui. Si j'ai une petite idée, mais tant que c'est pas fait, je ne vous dévoilerai pas le nom de l'invité, qui aura pas un accent breton ni un accent parisien. Ce sera à vous de trouver, mais qui sera interviewé en Bretagne. Et si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est important pour le référencement. Et puis à nous faire vos retours, vos commentaires, les encouragements, les engueulades si nécessaire, n'hésitez pas. Voilà.
Merci Fabrice, bonne journée. Merci Pierre-Yves. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. À bientôt!